Parfait. Merci Lucas pour cette introduction. En tout cas, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette seconde année de présentation des nouvelles recommandations de premiers secours en équipe. Donc, cette mise à jour, hein, c'est le fruit d'un travail de recherche scientifique mené au niveau international par le Centre mondial de référence des premiers secours au sein de l'ILCOR et de l'Evidence Group de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Ce travail qui a été repris par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, grâce à la participation des médecins conseillers nationaux de la Croix-Rouge française aux nombreuses réunions de la commission médicale du Comité national de protection civile. C'est cette commission qui a validé le texte final. La rédaction de la mise à jour du guide pratique PSE pour la Croix-Rouge française, quant à elle, elle a été réalisée par le Centre mondial de référence des premiers secours et le pôle santé national. Le guide pratique PSE, il est à la disposition à la fois des équipiers secouristes, mais aussi des formateurs depuis l'espace document de l'intranet de la Croix-Rouge française. Il vous sera utile à la fois pour vous mettre à jour ou pour, en ce qui concerne les formateurs, être suivi lors de vos formations. Cette mise à jour, elle va porter à la fois sur la réactualisation du bilan d'une victime, la mise à jour des conduites à tenir qui n'avaient pas été revues en 2018 et l'actualisation et la mise en cohérence des techniques de premier secours, notamment celles qui portent sur le relevage et l'immobilisation d'une victime suspecte d'un traumatisme du rachis. Alors, l'échange d'aujourd'hui permettra au docteur Daniel Méran, médecin conseiller national de la Croix-Rouge française et chargé de la mise à jour du guide pratique PSE, de nous présenter les principales modifications techniques. Le webinaire sera l'occasion, dans un premier temps, de suivre la présentation des nouvelles recommandations de premier secours, puis dans un second temps, de répondre à vos interrogations. Vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonctionnalité conversée de l'application Zoom. Cette vidéo sera enregistrée et disponible en replay depuis l'intranet de la Croix-Rouge française. Et donc, ce webinaire associé au guide pratique PSE vous permettront ensuite de réaliser le travail préparatoire qui est demandé dans le cadre de votre formation continue de formateur. Nous aurons ensuite l'occasion d'échanger ensemble lorsque nous nous retrouverons pour la formation continue. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute active et puis vos éventuelles questions. Voilà. Daniel, c'est à toi. Voilà, merci Julien, merci Lucas pour votre introduction. Donc nous allons maintenant, comme chaque année, on va pouvoir dire, faire une mise à jour, comme ça vous avez été annoncé. Le premier webinaire avec son accent du Sud. Ah, il y a des personnes qui parlent. Donc, oui, effectivement, j'ai un bon accent du Sud. Donc, nous allons débuter ces recommandations de premier secours. Elles sont cependant moins importantes en volume par rapport à celles de l'année dernière. Il y a certains points qui ont été revus que l'on va détailler. Donc, je vais essayer d'avancer. Voilà. On va aborder 6 parties dans cette présentation. Une première partie qui sera, somme toute, la plus importante, qui va porter sur la mise à jour du chapitre sur les bilans. On verra la deuxième partie, les urgences vitales, où il y a notamment la perte de connaissances qui n'avait pas été abordée et qui a été remise à jour. On verra et on abordera les atteintes circonstancielles, les atteintes traumatiques, avant de voir le relevage et le brancardage, qui a fait l'objet aussi d'une mise à jour et d'un toilettage pour conclure notre recommandation. Comme on vous l'a dit, donc ces révisions internationales ont lieu maintenant chaque année, puisque l'ILCOR émet des recommandations généralement qui sortent en novembre de chaque année. Et l'année prochaine, ce sera ce qu'on appelle les grandes révisions, puisqu'on est à 5 ans des dernières recommandations pratiquement. Je vous rappelle que les recommandations sont publiées, les grandes recommandations sont publiées tous les 5 ans, c'est-à-dire de 2015 et donc 2020 pour nous. C'est à partir de ces recommandations scientifiques que l'on élabore, nous, notre guide et nos recommandations, j'allais dire, françaises et les recommandations Croix-Rouge. Et malgré tout, lorsque les thèmes ne sont pas abordés par l'ILCOR ou par le groupe de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, qui est mené par le Centre mondial de référence en premier secours de la Croix-Rouge, de la Fédération, à ce moment-là, nous sommes obligés nous-mêmes d'effectuer soit une recherche scientifique
pour déterminer finalement quels sont les grands axes que la conduite à tenir doit suivre, ou si on n'a vraiment aucune recommandation, aucune étude scientifique sur laquelle se baser. Parfois, soit on n'émet pas de recommandation, on ne donnera pas d'avis, soit éventuellement on donnera un avis qui est plutôt un consensus entre les différents experts qui participent au groupe de travail, soit du Comité national de protection civile, soit du pôle santé de la Croix-Rouge française. Donc, certaines techniques ont été revues, d'autres n'ont pas été revues, d'autres ont été même supprimées. Donc, ces recommandations internationales et intermédiaires, avant les recommandations 2020, vont permettre donc de présenter ces modifications qui ont été intégrées cette année. D'abord, sur le chapitre des bilans, c'est un chapitre qui est important, puisque cela représente, notamment dans la formation, dans l'apprentissage au premier secours, un socle essentiel et indispensable pour la prise en charge de tous les patients. Pour la mise à jour de ce chapitre sur les bilans, nous sommes là aussi basés sur les recommandations scientifiques. Il existe actuellement différentes façons d'aborder le bilan d'une victime. Certaines régions, certains pays, voire certains organismes ont des façons différentes les uns par rapport aux autres sur la façon de réaliser ce bilan. Nous avons essayé de rechercher si nous retrouvions dans les différentes études scientifiques des études comparatives entre les différents bilans qui sont pratiqués, soit entre les différents pays ou entre les différentes régions du globe. On n'a malheureusement pas trouvé grand-chose, et c'est sur quelques études scientifiques que l'on a mis à jour notre bilan. On ne pouvait pas profondément changer notre façon de faire, sous prétexte que d'autres faisaient différemment, sans pour cela que l'on ait des bases scientifiques et des preuves scientifiques suffisantes pour pouvoir changer nos habitudes. Ce bilan reste donc organisé en 4 étapes. Vous retrouverez votre bilan circonstanciel. On ne va pas l'aborder parce qu'il n'a pas été modifié dans son contenu, il reste le même. Nous aborderons le bilan d'urgence vitale qui a été et qui a fait lui l'objet de modifications, et ensuite le bilan complémentaire. Ces 3 étapes du bilan sont suivies par la 4e, qui est la surveillance, qui débute, elle, souvent bien avant que le bilan soit complètement terminé, c'est-à-dire dès que l'on a réalisé un bilan d'urgence complet, on va passer à la surveillance de la victime en même temps que l'on complète le bilan par un bilan complémentaire. Il est donc évolutif et il se fait au fur et à mesure de la prise en charge, de même que ce bilan, en même temps qu'il est réalisé, fait l'objet de temps en temps, j'allais dire, d'un arrêt du bilan pour la mise en place, pour la mise en œuvre de certains gestes de secours. Il est réeffectué aussi chaque fois qu'il y a soit une modification de l'état de la victime, soit une mobilisation importante. Par exemple, vous avez un relevage, un ramassage d'une victime qui est transférée sur un poste de secours, une victime qui est transférée dans un véhicule ou laissée à l'hôpital. À chaque grande étape, on va refaire un bilan complet de la victime. Ce bilan doit faire l'objet d'une trace, j'allais dire papier, ou d'une trace numérique, pour que l'on puisse revenir a posteriori sur les éléments qui constituent, j'allais dire, la prise en charge, la première prise en charge d'une victime. Ce bilan doit faire l'objet soit d'une rédaction d'un document papier, soit, on l'espère très rapidement dans le futur, puisque l'on essaye de mettre en place un bilan numérique, donc la possibilité d'inscrire directement les différents contenus du bilan sur, par exemple, une tablette qui enregistrera et transmettra les données du bilan qui ont été relevées sur la victime. Dans le bilan d'urgence vitale, il débute en règle générale par la recherche d'une détresse. Naturellement, dès que l'on s'approche d'une victime, on voit immédiatement quelle est à peu près son apparence, si c'est un homme, si c'est une femme, si elle est en position allongée, si elle est en position assise, sur le fauteuil, dans son lit. On voit à peu près sa tranche d'âge, si c'est un homme, une femme, je l'ai dit, mais si c'est une personne âgée, si c'est un adulte, si c'est un enfant, voire un nourrisson ou un petit enfant à la naissance éventuellement. On va donc rechercher l'existence d'une détresse vitale immédiate. Il existe en fait 3 détresses vitales immédiates qui tuent. Et pour cela, on doit mettre en place immédiatement les gestes de premier secours pour faire face à ces détresses. On va donc traiter en priorité ce qui tue en premier. Il existe 3 détresses qui tuent. Ces 3 détresses, c'est l'obstruction grave des voies aériennes. La deuxième, c'est l'hémorragie externe qui est vitale, c'est-à-dire qui entraîne un saignement abondant mortel. Et troisièmement, l'arrêt cardiaque qui, lorsque vous arrivez devant une victime, se présente la plupart du temps comme une victime qui a perdu connaissance, qui ne bouge pas, qui est inerte, qui est allongée au sol ou dans son lit ou sur un fauteuil.
Donc, ce sont ces 3 détresses que l'on va rechercher en priorité. On va rechercher d'abord une obstruction grave des voies aériennes, car dès qu'on l'a repérée, il va falloir immédiatement réaliser les gestes qui sont de désobstruer ces voies aériennes. On entend par obstruction grave des voies aériennes aussi bien les obstructions graves par des corps étrangers, lorsque l'on a une inhalation de corps étrangers qui nécessite la mise en œuvre de claques dans le dos, de compression abdominale voire thoracique dans certains cas, soit aussi la victime qui est inconsciente, qui a perdu connaissance, qui est allongée au sol et dont la langue descend au fond de la gorge et obstrue les voies aériennes. Il faut dans ce cas-là désobstruer les voies aériennes en libérant les voies aériennes, c'est-à-dire en basculant la tête en arrière et en élevant le menton vers le haut. Deuxième, donc ceci, c'est la conduite à tenir devant une obstruction grave des voies aériennes. Deuxième détresse, c'est l'hémorragie externe vitale. Et cette hémorragie externe vitale, qui est mortelle si on ne l'arrête pas, nécessite d'arrêter immédiatement cette hémorragie. On va donc mettre en œuvre les techniques classiques d'arrêt des hémorragies, que sont la compression manuelle, suivie éventuellement d'un relais par un pansement compressif, voire dans certains cas, et vous le savez, on l'a vu l'an dernier, la mise en place d'un garrot. Il s'agit donc ici de la conduite à tenir devant une urgence vitale qui est l'hémorragie externe. Troisième cas, l'arrêt cardiaque. La plupart du temps, vous êtes face à une victime qui a perdu connaissance. Le premier geste de secours consiste, dans un premier temps, vous le savez, à libérer les voies aériennes pour désobstruer les voies aériennes avant de regarder si la victime présente une ventilation normale. Si la ventilation est normale, la victime est alors placée en position latérale de sécurité car on se trouve devant une victime qui a perdu connaissance et qui respire. C'est la conduite à tenir devant une victime qui a perdu connaissance et qui respire. Soit la victime ne présente pas de respiration ou présente une respiration qui est anormale, et à ce moment-là, on va pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, et là, nous sommes devant la conduite à tenir devant un arrêt cardiaque. Donc, je vous rappelle que immédiatement, quand l'on arrive auprès d'une victime, il faut rechercher et identifier une détresse vitale qui est immédiatement visible, c'est l'obstruction grave des voies aériennes, l'hémorragie externe et la perte de connaissance, dont notamment, surtout, la présence d'un arrêt cardiaque. Je peux vous demander, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, donc on entend les bruits de cuisine un peu à droite à gauche. Si vous pouviez tous couper votre micro, ça serait bien. Merci beaucoup. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie, lorsque l'on a identifié cette détresse vitale immédiate ou que l'on a pris en charge cette détresse, voire dans certains cas si elle n'existe pas. On va passer à la deuxième partie de ce bilan d'urgence vitale qui consiste à rechercher des signes qui sont moins évidents d'une détresse. Il y a 3 détresses qu'il faut rechercher, c'est la détresse respiratoire, la détresse circulatoire et la détresse neurologique. Je vous rappelle qu'on va essayer de chercher en priorité ce qui tue en premier. Ce qui tue en premier, c'est la détresse respiratoire. Donc nous allons rechercher en priorité une altération de la fonction respiratoire. Cette recherche de la fonction respiratoire, elle est, vous la connaissez, elle n'a pas changé. On verra tout à l'heure les petites modifications dans la recherche de cette détresse, mais on va l'identifier sur la fréquence respiratoire et l'amplitude de la respiration, sur une chute de la SpO2, sur une victime qui est cyanosée, qui présente aussi des sueurs, donc sur l'aspect de la peau et des muqueuses. Donc, voilà donc les signes de l'altération de la fonction respiratoire. Et devant ces signes, naturellement, on va immédiatement débuter des gestes de secours. Deuxième détresse que l'on va rechercher, c'est une altération de la fonction circulatoire. Elle se recherche en recherchant la fréquence cardiaque, son amplitude, la régularité du pouls, la prise de la pression artérielle, du temps de recoloration cutanée, là aussi de l'aspect de la peau et des muqueuses. Une victime qui présente une détresse circulatoire, comme on l'a vu tout à l'heure, est souvent pâle. Et troisième fonction que l'on va rechercher, c'est la fonction neurologique. On recherche une altération de cette fonction, notamment on identifie le degré de conscience ou de perte de connaissance de la victime, l'existence de troubles de la conscience, de problèmes moteurs, de problèmes de sensibilité, voire d'état des pupilles. Chaque fois qu'il existe une de ces détresses, on va mettre en œuvre les gestes de secours. Devant une victime qui présente une fonction respiratoire altérée, on va la mettre en position demi-assise, on administrera de l'oxygène si sa SpO2 est inférieure à 94%, ou en fonction de certaines, et dans certaines circonstances pour des saturations qui sont moindres. Et ensuite, on transmettra et on demandera rapidement un avis médical pour éventuellement avoir un renfort. Si la victime présente, donc on est devant une conduite à tenir devant une détresse respiratoire. Si la victime présente une altération de la fonction circulatoire, parce qu'elle est pâle, elle est froide, elle est couverte de sueur, elle a une fréquence cardiaque qui est accélérée, un pouls qui est difficile à prendre, notamment au niveau du poignet, on est devant une détresse circulatoire, il faut donc l'allonger en position horizontale, la réchauffer, car c'est essentiel dans une détresse circulatoire de réchauffer la victime, et là aussi de demander rapidement un avis médical.
Il s'agit de la conduite à tenir devant une détresse circulatoire. Et enfin, on va rechercher une altération de la fonction neurologique, c'est-à-dire que si la victime présente un trouble de la connaissance, un trouble de la conscience, présente un trouble moteur ou sensitif, voire une anomalie des pupilles, nous allons le revoir après en détail, eh bien, il faudra la mettre en position strictement horizontale, réchauffer la victime et là aussi demander rapidement un avis médical. Et nous avons là la conduite à tenir devant une détresse neurologique. Ainsi, à chaque étape de ce bilan, dès que l'on constate une détresse, on effectue immédiatement les gestes de survie de façon à lutter contre cette détresse. Et on vérifie que ces gestes de survie sont correctement effectués et qu'ils ont déjà un effet sur la détresse que présente la victime. On fait donc une nouvelle évaluation de cette fonction pour savoir si effectivement déjà les gestes de secours qui ont été réalisés présentent des effets. Si la victime ne présente pas de détresse vitale, la victime est consciente, elle répond, elle est alerte, elle n'a pas de manifestation respiratoire ni circulatoire, elle n'a pas de manifestation neurologique, on est devant une victime consciente qui ne présente pas de détresse. Qu'est-ce que l'on fait alors? Eh bien, on lui demande de s'installer dans la position où elle se sent le mieux. Éventuellement, si elle demande un médicament ou du sucre, on lui administrera le sucre et le médicament à sa demande. Et vous retrouvez ici ce que l'on appelait la conduite à tenir devant un malaise, mais qui peut aussi être identique si vous avez une victime traumatisée qui ne présente pas de détresse. Donc, vous voyez que dans les grandes conduites à tenir générales, nous avons la conduite à tenir devant une victime qui a perdu connaissance et qui respire, la conduite à tenir devant une victime qui présente un arrêt cardio-respiratoire, la conduite à tenir devant une victime qui présente une détresse respiratoire, une détresse circulatoire, une détresse neurologique, et la victime qui n'a pas de détresse. Donc, lorsque vous avez fait votre bilan d'urgence vitale, vous aurez mis en œuvre éventuellement une de ces 6 conduites à tenir générales, associées, s'il le faut, à un arrêt d'hémorragie ou à une désobstruction des voies aériennes. Donc, dans tous les cas, quand on prend en charge une victime, on appliquera tout le temps une de ces 6 conduites à tenir. Le bilan complémentaire permettra de déterminer quels sont les gestes supplémentaires que l'on rajoutera à cette conduite à tenir générale. Cela permet donc, une fois que vous avez terminé ce bilan, de passer au bilan complémentaire. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les contenus des différentes fonctions? Dans l'examen de la fonction respiratoire, on rappelle qu'on ne peut pas examiner la fonction respiratoire si les voies aériennes ne sont pas libres, notamment chez la victime qui a perdu connaissance. Vous ne pouvez pas apprécier si elle respire ou si elle ne respire pas ou sa fréquence respiratoire si vous n'avez pas correctement libéré les voies aériennes. Et ça, c'est un préalable. On ne peut pas, comme on dit, remplir ou vider une bouteille si elle n'est pas débouchée. Deuxièmement, on considère que la ventilation est inefficace lorsque les mouvements ventilatoires sont bruyants, anarchiques et lents. Et on considère que la victime ne respire pas lorsque l'on a moins d'1 mouvement toutes les 10 secondes, ce qui correspond à peu près à 6 mouvements par minute. On rappelle aussi que la coloration bleutée de la peau et des muqueuses, ce qu'on appelle la cyanose, qui siège la plupart du temps au niveau des extrémités, c'est-à-dire au niveau des doigts, au niveau des pieds, mais surtout au niveau des lèvres, au niveau des oreilles, eh bien, cette cyanose traduit, lorsqu'elle existe, une insuffisance d'oxygénation des tissus, mais qui est déjà importante. On peut avoir une chute de la saturation bien inférieure à 94% avant que n'apparaisse une coloration bleutée de la peau. En plus, cette coloration peut apparaître à des moments qui sont totalement différents d'un individu à l'autre, car c'est totalement dépendant de l'individu. Donc, on ne peut pas se baser uniquement sur la cyanose. Lorsqu'elle existe, elle est un signe d'insuffisance d'oxygénation des tissus, mais c'est pour ça qu'on mesure la SpO2, parce qu'elle détecte mieux cette insuffisance d'oxygénation des tissus que la cyanose que l'on voit cliniquement. Dans l'examen de la fonction circulatoire, on recherche la présence ou l'absence du pouls carotidien ou fémoral chez le nourrisson. Je vous rappelle qu'on a abandonné la prise du pouls huméral, notamment chez le nourrisson. Une pâleur est un des signes caractéristiques de la détresse circulatoire, et cette détresse circulatoire peut s'associer à un signe assez particulier que l'on appelle les marbrures de la peau. Sur une peau blanchâtre, vous avez des petites traces bleues, comme du marbre, et qui siègent essentiellement au niveau des genoux et de la face antérieure des cuisses. Une victime qui présente une détresse circulatoire peut présenter une peau humide, c'est-à-dire des sueurs, et quand on la touche, elle est souvent froide, on appelle ça les sueurs froides. Donc une victime qui est pâle, marbrée, qui présente des sueurs froides, est une victime qui, la plupart du temps, présente une altération de la fonction circulatoire, c'est-à-dire une détresse circulatoire. En ce qui concerne la valeur de la pression artérielle,
On nous a demandé de préciser, notamment lorsque l'on mesurait la pression artérielle, d'indiquer quelles étaient les valeurs normales de la pression artérielle. On indiquait pour la fréquence respiratoire et pour la fréquence cardiaque les valeurs normales, on n'en indiquait pas pour la pression artérielle. Il faut savoir que c'est plus compliqué que la fréquence respiratoire ou la fréquence cardiaque. La pression artérielle, normalement, elle est aux alentours de 120 mm de mercure pour la systolique et de 80 mm de mercure pour la diastolique. Maintenant, chez l'enfant, elle est variable en fonction du sexe, en fonction de l'âge, de la taille et du poids. Donc, on n'indique pas de valeur réelle de normalité. On vous demande uniquement de transmettre les valeurs lorsque vous les avez mesurées, lorsque vous demandez un avis médical au cours de votre bilan. Enfin, le temps de recoloration cutanée, sur certaines, j'allais dire études, mais surtout sur certains livres, elle était précisée inférieure à 2 secondes ou inférieure à 3 secondes. On s'est, j'allais dire, aligné sur l'ensemble de la communauté scientifique qui considère qu'un temps de recoloration cutanée normal est inférieur à 2 secondes. En ce qui concerne la fonction neurologique, et c'est là qu'il y a effectivement une nouveauté, c'est que il est difficile, il est parfois, disons, facile de dire que la victime a perdu connaissance ou que la victime n'a pas perdu connaissance, elle est consciente, mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça, parce qu'entre la perte de connaissance totale et la parfaite conscience, il existe des étapes intermédiaires et des degrés de variabilité qui sont très importants. On a donc essayé d'identifier un certain degré pour essayer de quantifier, j'allais dire, le degré de perte de connaissance et d'éviter notamment des expressions du genre « il est à moitié conscient » ou « il est à moitié inconscient ». Donc, on ne sait pas trop. Pour cela, eh bien, on va utiliser une règle, une échelle qui est simple, qui est à 4 étapes. Premièrement, alors, on appelle ça, bon, les anglo-saxons appellent ça la VPU. En français, ça peut faire le CVDA si vous êtes un amateur des sigles. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des sigles, mais c'est facile à se rappeler, à se retenir. Premièrement, vous avez la victime qui est consciente, alerte ou éveillée. C'est une victime qui ouvre les yeux, qui répond, qui bouge spontanément, qui répond à un ordre simple. Elle peut avoir une parole qui est un peu désorientée, mais elle répond quand on lui parle, elle ouvre les yeux, elle est éveillée. Ça, c'est le premier niveau. Victime consciente, alerte ou éveillée. Si vous utilisez le sigle CVDA, consciente, c'est le C, ce qui correspond notamment pour les anglo-saxons à alerte, c'est pour ça qu'ils avaient mis un A en premier. Deuxièmement, c'est la victime qui dort, j'allais dire, elle a les yeux fermés, mais si vous lui parlez, si vous lui demandez d'ouvrir les yeux, si vous lui demandez de vous serrer les mains, d'exécuter un ordre simple, eh bien, elle va le faire. Donc, elle répond à la voix, elle exécute un ordre simple, mais par contre, cette victime, si vous ne la stimulez pas, eh bien, elle va se rendormir. C'est le deuxième stade, j'allais dire, dans l'évolution vers la perte de connaissance. Troisième étape, c'est la réactivité à la douleur. C'est une victime qui dort, vous essayez de lui parler, de lui demander d'ouvrir les yeux, de vous serrer les mains, elle ne le fait pas, elle ne répond pas à un ordre vocal. Par contre, si vous lui pincez la base de l'ongle, ce qui correspond à une stimulation douloureuse, parce que ça met en œuvre notamment une sensibilité profonde qui stimule l'organisme, lorsque vous allez lui pincer l'ongle, eh bien, vous allez avoir, par cette réactivité, lorsqu'elle existe, une réactivité à la douleur, parce que vous allez avoir, par exemple, la victime qui ouvre les yeux ou qui va réagir, bouger, même si elle n'ouvre pas les yeux, quelle que soit la nature de la réaction, quand vous lui pincez l'ongle, elle réagit. On dira à ce moment-là qu'on a une victime qui est aréactive à la voix, mais qui est réactive à la douleur. Enfin, pour terminer, vous avez la victime qui ne réagit pas à la voix, qui ne répond pas lorsqu'on l'interpelle, qui ne répond pas quand on lui demande d'ouvrir les yeux ou de serrer les mains, et lorsque vous lui pincez la base de l'ongle, eh bien, elle ne réagit absolument pas. On a là une victime qui est aréactive, inerte, qui ne bouge pas, qui n'ouvre pas les yeux, ne réagit ni à la voix et à la stimulation douloureuse. Et ça, c'est le dernier stade dans la perte de connaissance. La victime qui est en arrêt cardiaque est une victime qui est aréactive et qui en plus présente une ventilation anormale ou une ventilation qui est arrêtée. C'est pour ça que je vous ai dit, ça fait CVDA, mais vous n'êtes pas obligé de le retenir. Alors, ceux qui parlent en anglais connaissent plus le sigle AVPU. A pour alerte, V pour voice, P pour pain, puisque ça veut dire douleur, et U pour unresponsive, c'est-à-dire réactif. Il y a certaines équipes qui utilisent un autre type de score qui s'appelle le score de Glasgow. C'est un score qui est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre.
nous n'avons pas souhaité aller vers ce score de Glasgow. Si certains l'utilisent, il y a certains organismes ou associations qui utilisent ce score. Bon, ils peuvent continuer à l'utiliser normalement. Par contre, on sait qu'il existe, et les études le montrent, une corrélation entre le score AVPU et le score de Glasgow. Une victime qui réagit à la douleur ne réagit plus à la voix, a en règle générale un score de Glasgow qui est inférieur à 8. Inversement, une victime qui n'est pas consciente, mais qui réagit à la voix, a un score de Glasgow qui est en règle générale aux alentours de 12. Donc cette corrélation entre le score de Glasgow et le score AVPU ou CVDA est suffisante, en tout cas en secourisme, pour savoir notamment quel est le degré de conscience de la victime et quel est le degré qui nécessite éventuellement une prise en charge médicale. C'est là une des petites modifications que l'on a apportées dans ce nouveau bilan. Comme je vous le disais, pour les organismes et associations ou pompiers, puisqu'il y a certains SDIS qui utilisent le score de Glasgow, ils peuvent continuer à utiliser le score de Glasgow s'ils sont bien sûr formés à l'utiliser. Donc, naturellement, pendant tous ces examens, si vous êtes en présence d'un traumatisé, il faut assurer immédiatement une stabilisation du rachis cervical pendant que vous effectuez votre recherche, votre bilan d'urgence vitale, tant que naturellement vous n'avez pas décidé si la victime doit être immobilisée ou pas. Mais gardez toujours en tête, nous l'avions dit l'an dernier dans le traumatisme du rachis, que la prise en charge de la détresse prime sur l'immobilisation de la victime. Le bilan complémentaire, il est effectué bien sûr après le bilan circonstanciel et le bilan d'urgence vitale. On a dit que même déjà lors du bilan complémentaire, eh bien, on mettait en place déjà des critères de surveillance de la victime qui font partie parfois du bilan d'urgence vitale. Et certains éléments qui parfois n'ont pas été faits initialement peuvent être faits secondairement. Et une fois que les lésions qui menacent la vie ont été identifiées et traitées et que les manœuvres de réanimation ont été initiées, à ce moment-là, on a tout le temps et toute la possibilité de réaliser ce bilan complémentaire. Ce bilan complémentaire, il est composé de 3 parties. Il faut s'en rappeler, il y a toujours 3 parties qui constituent le bilan complémentaire. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'analyse du mécanisme de l'accident, ou ce que l'on appelle, notamment quand on traite le sujet sur le malaise, c'est l'analyse de la plainte. La victime se plaint de quelque chose, parce qu'elle a mal, ou parce qu'elle a des nausées, ou parce qu'elle est faible, ou parce qu'elle a des vertiges. Et puis, la victime a eu un accident. C'est à ce moment-là qu'on va analyser le mécanisme de l'accident ou qu'on va analyser la plainte de la victime. Vous connaissez comment on analyse la plainte de la victime. On utilise ce qu'on appelle l'acronyme PQRST pour provoquer par, la qualité, la région, la sévérité et le délai depuis quand ça dure. Donc, ceci, vous continuez à l'utiliser. Mais n'oubliez pas, la première partie du bilan complémentaire, c'est l'analyse du mécanisme de l'accident pour les traumatisés, l'analyse de la plainte et de la maladie pour les victimes qui présentent un malaise ou une aggravation d'une maladie. La deuxième étape, c'est la recherche des antécédents. C'est ce que vous connaissez sous le terme MHTA ou MAT. On recherche les maladies, notamment les maladies chroniques, les hospitalisations, particulièrement les hospitalisations récentes. Si la victime suit un traitement, et quel est ce traitement? Et ensuite, si la victime présente une allergie, pour laquelle il faudrait prendre certaines précautions pour éviter des accidents allergiques. Troisième étape, c'est l'examen de la victime. Il ne faut jamais l'oublier. Que ce soit une victime traumatisée ou que ce soit une victime d'un malaise, d'un malade ou d'une aggravation d'une maladie, il faut examiner la victime. On va rechercher les signes. Sur un malade, on va souvent aller examiner la partie dont se plaint la victime. Si la victime se plaint d'une douleur à la jambe, on va l'examiner. Peut-être qu'on va tomber devant une jambe qui est rouge, qui est chaude, qui est douloureuse, alors que la victime présente des signes de détresse respiratoire, ce qui peut d'ailleurs faire orienter a posteriori vers une embolie pulmonaire. Vous voyez, donc c'est important malgré tout d'examiner la victime. Deuxièmement, on sait que sur une victime qui présente un malaise ou une maladie, il faut rechercher les signes de l'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire une déformation de la bouche quand on lui demande de sourire, une difficulté pour étendre les bras devant elle, l'existence d'un trouble de la parole, d'un trouble de la vision, tout ça, il va falloir le rechercher. Sur une victime qui est traumatisée, bien, on va essayer de la regarder de la tête aux pieds, et notamment en la palpant, particulièrement si la victime a des troubles de la conscience. On la palpe de la tête aux pieds, et parfois, même chez une victime inconsciente, le fait de palper sans appuyer fortement, juste en passant, en touchant la peau de la victime, peut éventuellement déclencher une mobilisation de la victime qui peut identifier, par exemple, un traumatisme localisé. On précise notamment qu'il n'est pas nécessaire et qu'il ne faut pas appuyer en écartant ou en rapprochant notamment les ailes iliaques, c'est-à-dire les ailes au niveau du bassin, les ailes du bassin, car on pourrait aggraver éventuellement un traumatisme du bassin. Donc on évite la palpation, notamment appuyée du bassin.
C'est souvent au niveau de l'examen complémentaire qu'on va éventuellement mesurer la température, particulièrement si vous suspectez une hyper ou une hypothermie, suspicion qui se porte ou sur les circonstances, parce que la victime a été exposée au chaud ou au froid, ou parce que la victime, quand vous la touchez, elle est particulièrement chaude ou particulièrement froide, et on va mesurer sa température. Et c'est ici, à ce moment-là aussi, que l'on mesure la glycémie, notamment si vous avez une victime qui présente un malaise à jeun, un malaise à l'effort, ou un malaise alors qu'elle présente des antécédents de diabète. Il est possible d'utiliser des dispositifs médicaux et dans l'avenir, les secouristes et les équipes de secours seront de plus en plus dotés de dispositifs médicaux qui seront des dispositifs qui les aideront notamment à examiner les victimes, mais surtout aussi à les surveiller. Lorsqu'on utilise ces dispositifs médicaux, il faut que ces dispositifs médicaux puissent recueillir les données qui ont été relevées sur la victime, qu'ils les enregistrent pour qu'éventuellement elles soient télétransmises secondairement au médecin régulateur. Enfin, ces dispositifs médicaux ont aussi un objectif, c'est d'aider les équipes de secours à surveiller les victimes, comme les dispositifs médicaux sont couramment utilisés par les équipes médicales préhospitalières pour les aider à surveiller les victimes du temps de leur prise en charge. À l'issue du bilan complémentaire, eh bien, on va réaliser des gestes de secours spécifiques en fonction, bien sûr, de, par exemple, des circonstances. Si vous avez une victime qui présente, j'allais dire, un trouble de la conscience, elle est pas consciente, elle n'est pas réveillée. Par contre, elle réagit quand on l'appelle, sinon elle reste endormie. Et l'on suspecte une intoxication au monoxyde de carbone. Vous avez donc une victime qui est en position allongée, vous la réchauffez, mais comme vous suspectez une intoxication au monoxyde de carbone, eh bien, vous allez systématiquement lui administrer de l'oxygène, quelle que soit sa mesure de SPO2. Si vous avez une victime qui présente un accident de la plongée, qu'elle peut présenter soit une détresse respiratoire, comme au bilan d'urgence vitale, elle peut présenter par exemple des troubles moteurs au bilan d'urgence vitale, mais si vous savez qu'elle a présenté un malaise ou des signes dans les 24 heures qui suivent notamment une plongée ou au décours d'une plongée, à ce moment-là, systématiquement, il faudra lui administrer de l'oxygène, quelle que soit sa SPO2, et si la victime est éveillée et capable d'avaler, il faudra lui donner à boire pour la réhydrater, car si elle présente un accident de plongée, il faut réhydrater la victime et lui administrer systématiquement de l'oxygène. Donc, vous voyez qu'en fonction de certaines circonstances, il y a des gestes de secours qui se rajoutent aux conduites à tenir générales que l'on a citées tout à l'heure. Je vous rappelle que ça peut être aussi en position de l'affection, pour notamment certaines positions particulières ou d'aide à la prise de médicaments. La victime est consciente, elle n'a pas de détresse vitale, on la met dans la position où elle se sent le mieux. On va donc, avant de transmettre, lui demander éventuellement si elle prend des médicaments. Et si la victime vous demande à prendre des médicaments, eh bien, on l'aidera à prendre son médicament, voire du sucre. Si la victime, en plus, se plaint d'autres particularités, par exemple, présente une plaie de l'abdomen et ne présente pas de détresse vitale, à ce moment-là, eh bien, la victime sera mise en position allongée, en pliant les cuisses et les genoux. Donc, vous voyez qu'on ajoute une conduite à tenir particulière qui est issue du bilan complémentaire à une conduite à tenir générale qui est issue du bilan d'urgence vitale. Il en est de même si la victime présente un traumatisme, eh bien, en plus, on réalisera les immobilisations nécessaires, les pansements nécessaires si elle présente des plaies, les contentions en fonction si elle présente un traumatisme particulier, etc. Enfin, on rappelle qu'il faut transmettre le bilan et surveiller les victimes, et ça n'a pratiquement pas été modifié dans la conduite à tenir. La surveillance reste, je vous l'ai dit, essentielle. On espère que dans un avenir très proche, elle sera agrémentée de l'utilisation d'outils et de dispositifs de surveillance de victimes pour vous aider à prendre en charge ces victimes, mais elle est essentielle, c'est-à-dire qu'il faut au minimum refaire la recherche des signes, des paramètres vitaux, au moins toutes les 5 minutes pour une victime qui présente une détresse vitale, sinon c'est au moins toutes les 10 à 15 minutes. De même que lorsque la victime a nécessité, comme on l'a vu tout à l'heure, un relevage, un brancardage, une fois qu'elle est installée dans l'ambulance, dans le VPSP, une fois qu'on la laisse à l'hôpital, systématiquement, il va falloir refaire un bilan complet, un bilan de surveillance, et surtout noter ce bilan de surveillance sur la fiche d'intervention secouriste, qu'elle soit papier ou qu'elle soit numérique. Donc, dans tous les cas, ces paramètres vitaux seront contrôlés avant de confier la victime à une structure de soins ou avant de la laisser sur place. Ces paramètres, je vous le rappelle, doivent être notés sur la fiche bilan. En ce qui concerne les différents gestes de secours, les gestes d'examen, pas de grandes modifications. Quelques précisions en ce qui concerne la pression artérielle sur
son objectif, notamment c'est un indicateur de la fonction circulatoire. Je rappelle qu'elle est faite le plus tôt possible, si possible pendant le bilan d'urgence vitale et lors de la surveillance, mais que la mise en œuvre d'une recherche de la pression artérielle ne doit pas naturellement retarder des gestes de secours plus urgents. On les a vus, notamment la désobstruction des voies aériennes, l'arrêt d'une hémorragie et la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire. En ce qui concerne la mesure de la température, on précise qu'elle est réalisée non pas systématiquement, mais chaque fois que l'on suspectera une hypo ou une hyperthermie, on l'a vu tout à l'heure. Les techniques de mesure qui sont utilisées sont souvent des mesures plus de dépistage que de mesures réelles avec des chiffres très précis, parce que les appareils, les outils dont on dispose ont quand même certains inconvénients à être utilisés, particulièrement lorsqu'il fait froid. Même si dans la fiche technique, vous avez la prise de la pression, de la température auriculaire qui est détaillée, de même, si mes souvenirs sont bons, nous avons rajouté dernièrement la prise de température axillaire. Il n'est pas recommandé, et ça c'est important, de réaliser la température rectale ou buccale. Donc la mesure de température rectale ou buccale, elle est réalisée par la victime elle-même, mais ce n'est pas au secouriste à réaliser ces mesures-là. Il existe plusieurs types de thermomètres. On ne peut pas décrire tous les thermomètres qui existent, que ce soit les thermomètres tympaniques ou des thermomètres électroniques. N'oubliez pas malgré tout de regarder vos guides d'utilisation avant de les utiliser et essayer de former vos participants au matériel qu'il aura à disposition ensuite sur ces véhicules de secours. En ce qui concerne la saturation pulsée en oxygène, nous n'avons pas modifié grand-chose, si ce n'est que rappeler dans les risques et contraintes que lorsque l'appareil n'indique pas une mesure de SPO2, et comme on dit, se met en erreur, il faut dans un premier temps penser que, c'est parce que la victime peut présenter une détresse circulatoire. Je vous rappelle que pour mesurer une SPO2, l'appareil a besoin de mesurer ce qu'on appelle la saturation pulsée en oxygène. Et il va la rechercher, cette saturation pulsée, au niveau des extrémités, puisque c'est au niveau du doigt, voire au niveau de l'oreille, que l'on va rechercher cette saturation. Donc, si vous avez un trouble circulatoire, c'est souvent au niveau des extrémités que les troubles apparaissent les plus précocement. Et ceci va empêcher la prise de la SPO2. Donc, lorsque vous avez un refroidissement des extrémités, et notamment dans certaines maladies vasculaires, notamment des maladies connues comme la maladie de Raynaud, etc., qui sont des maladies vasculaires des extrémités, eh bien, l'appareil de SPO2 ne peut pas vous donner la SPO2 correcte. Donc, pensez qu'une SPO2 qui est incorrecte chez une victime qui présente des signes notamment de détresse circulatoire, c'est que vous avez une SPO2 qui est basse. Et en règle générale, vous le savez, on administre systématiquement de l'oxygène dans ces cas-là jusqu'à l'attente d'un avis médical. Maintenant, vous pouvez essayer de la reprendre à plusieurs reprises. Pensez qu'une victime qui est agitée, qui présente des tremblements, cela peut entraîner des troubles à la mesure de la SPO2 et que si vous avez des vernis à ongles ou des doigts qui sont très sales, là aussi, ça peut être un obstacle à la mesure de la SPO2 et ça, vous devez le rechercher pour essayer de supprimer ces petits effets qui peuvent empêcher de faire une mesure correcte de la SPO2. Voilà, donc nous venons de terminer cette première partie sur les bilans. Je vous rappelle qu'on a gardé l'organisation et la structure générale du bilan, avec un bilan de circonstances, un bilan d'urgence vitale, un bilan complémentaire et une surveillance qui débute très précocement. Je vous rappelle qu'on recherche en premier ce qui tue en premier. Qu'est-ce qui tue en premier? C'est l'obstruction aiguë des voies aériennes. Deuxièmement, l'hémorragie massive. Troisièmement, l'arrêt cardiaque. Et qu'à l'issue du bilan d'urgence vitale, on aura identifié une des 6 grandes conduites à tenir. Systématiquement, on va avoir une de ces 6 conduites à tenir qui sera appliquée sur toute victime qu'on prend en charge. C'est soit la conduite à tenir devant une victime inconsciente et qui respire, soit la victime est en arrêt cardiaque, soit la victime présente une détresse respiratoire ou circulatoire ou neurologique ou ne présente pas de détresse, avec des cas spécifiques pour la conduite à tenir devant l'hémorragie, la désobstruction aiguë des voies aériennes. Ensuite, une fois que le bilan d'urgence vitale est terminé, eh bien, on passera au bilan complémentaire qui sera fait par 3 étapes. Je vous rappelle, première étape, c'est l'analyse du mécanisme de l'accident chez le traumatisé, l'analyse des plaintes chez la victime traumatisée et la victime qui présente un malaise ou une aggravation d'une maladie. La recherche des antécédents, enfin, troisièmement, l'examen de la victime, soit des lésions si c'est une traumatisée, soit l'examen notamment des zones d'où se plaint la victime s'il s'agit d'une victime qui est malade ou qui présente une aggravation d'une maladie. Quelques modifications mineures. La plus grande, c'est essentiellement d'avoir placé la recherche de la détresse respiratoire en priorité avant la détresse circulatoire et de terminer par la détresse neurologique.
Et deuxièmement, d'avoir notamment dans la recherche d'une détresse neurologique, essayé d'évaluer 4 stades dans la conscience de la victime. Deuxième étape, après le bilan, ce sont les urgences vitales. Dans les urgences vitales, une grande partie avait été revue l'an dernier. La seule qui n'avait pas été revue l'an dernier, c'est la prise en charge d'une victime qui a perdu connaissance mais qui respire normalement. Vous avez plusieurs types de victimes qui sont prises en charge. Vous avez la victime qui n'est pas suspecte d'un traumatisme. La conduite à tenir n'a pas été, vous le verrez, grandement modifiée, puisqu'on installe, on continue à installer la victime en position latérale de sécurité. Je ne vais pas y revenir dessus. On précise naturellement qu'il faut réaliser une aspiration des sécrétions si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire aussi, on va administrer de l'oxygène. Quand nous utilisons le terme « si nécessaire », notamment dans les guides, cela veut dire reportez-vous à l'indication qui est indiquée dans la fiche technique du geste. Ici, c'est l'indication sur l'administration d'oxygène. Une fois que ceci est fait, c'est-à-dire que vous avez effectué les gestes d'urgence après le bilan d'urgence vitale, bien, vous poursuivez votre bilan complémentaire et vous surveillez la victime. Et naturellement, chez une victime qui a perdu connaissance et qui respire, il faudra surtout surveiller la ventilation, car si elle s'aggrave, c'est la ventilation qui va la première s'altérer avec une ventilation qui peut devenir anormale, voire s'arrêter. Si c'est le cas, je vous rappelle qu'il ne faut pas tarder, dès que vous avez un doute, à remettre la victime sur le dos pour vérifier correctement si la victime présente une ventilation normale ou si elle ne respire plus. Si la victime a perdu connaissance, respire, mais est suspecte, j'allais dire, d'un traumatisme, dans un premier temps, à l'issue du bilan d'urgence vitale, on ne sait pas trop exactement à quel niveau elle présente un traumatisme, mais on sait qu'elle est traumatisée. À ce moment-là, on stabilise la tête de la victime, vous le savez, c'est-à-dire soit en maintenant la tête de la victime à 2 mains, soit si c'est une victime qui est alerte, coopérante, consciente, en lui demandant de ne pas bouger la victime, de ne pas bouger la tête. Si elle présente un casque de protection, ben, on va retirer ce casque de protection. Je vous rappelle, et ça nous l'avons dit l'an dernier, qu'il n'est pas nécessaire de mettre un collier cervical de suite, ce n'est pas urgent, on ne le mettra que secondairement s'il est indiqué, donc si c'est nécessaire. Donc reportez-vous dans ce cas-là à l'indication du collier cervical. Qu'il faut installer la victime en position latérale de sécurité en maintenant l'axe tête-cou-tronc. Pour ça, il faut être au minimum 2 sauveteurs. Et qu'ensuite, bien sûr, on effectue une aspiration des sécrétions, une administration d'oxygène si c'est nécessaire, comme on l'a dit tout à l'heure, avant de poursuivre le bilan pour réaliser les gestes de secours complémentaires et de surveiller la ventilation, comme tout à l'heure. Troisième conduite à tenir, c'est la conduite à tenir où il y a une petite modification par rapport à ce que l'on avait l'habitude de t'indiquer. Si vous avez avec vous une victime qui a perdu connaissance, respire, est suspecte d'un traumatisme, mais que vous êtes seul, à ce moment-là, bien, vous allez alerter ou faire alerter les secours et vous allez en fait garder votre victime sur le dos et ne pas l'installer en position latérale en sécurité tant que vous n'avez pas un avis médical. Si vous ne pouvez pas avoir un avis médical assez rapidement, naturellement, vous pouvez la placer en position latérale de sécurité, mais enfin, il n'y a pas une urgence immédiate. Il est plutôt important de bien s'assurer que la victime continue à respirer complètement. Et si l'on demande à ne pas forcément la mettre en position latérale de sécurité de suite, c'est pour vous permettre de pouvoir correctement surveiller la ventilation, car un arrêt ventilatoire pourrait entraîner donc un arrêt cardiaque. Et malheureusement, actuellement, on retrouve beaucoup de victimes en position latérale de sécurité qui sont en arrêt cardiaque, car il est difficile de surveiller la ventilation chez une victime qui est en position latérale de sécurité. Quant à la technique elle-même sur la position latérale de sécurité, il n'y a pas de modification particulière. En ce qui concerne les techniques qui vont dans ce cadre-là, le casque de protection a été revu, pas grande modification, si ce n'est que le retrait du casque de protection se fait sur une victime allongée sur le dos, que la mise en place d'un collier cervical après le retrait du casque n'est pas systématique, il ne sera mis en place que s'il faut déplacer la victime et que l'on ne peut pas maintenir une restriction correcte du rachis. La technique en elle-même, donc vous le voyez ici, elle n'est pas modifiée, c'est une technique ici à 2 sauveteurs, sans forcément mettre en collier cervical, mais en glissant, si vous avez notamment une tête qui n'est pas encore au contact du sol, en glissant un coussin sous la tête pour maintenir la tête de la victime dans l'axe. En ce qui concerne la liberté des voies aériennes chez une victime assise, elle est réalisée lorsque la victime a perdu connaissance. Si la victime est en position assise, tête penchée en avant, à l'intérieur par exemple de son véhicule, elle a pour objectif de rétablir la liberté des voies aériennes et de permettre de contrôler sa respiration.
Une fois que vous avez basculé la tête en arrière, vous allez pouvoir maintenir la tête, c'est-à-dire réaliser une stabilisation de la tête, et ensuite la garder et continuer à maintenir la tête de la victime, c'est-à-dire que vous allez maintenir cette stabilisation jusqu'à la fin de la manœuvre. Vous n'allez pas systématiquement mettre un collier cervical, en tout cas de suite, mais bien sûr avant d'extraire la victime de la voiture. Ceci est valable pour la voiture, mais aussi bien sûr pour toute position dans laquelle la victime serait en position, j'allais dire, difficile et qui nécessiterait une manutention assez, j'allais dire, aléatoire pour amener la victime en position allongée ou sur un brancard. En ce qui concerne la liberté des voies aériennes d'une victime non traumatisée, on rappelle dans la justification qu'elle permet d'apprécier la ventilation de la victime et de faciliter sa ventilation, mais aussi que ça permet de réaliser une ventilation artificielle, puisque pour réaliser une ventilation artificielle, il faut que les voies aériennes soient libres. La technique en elle-même, chez le nouveau-né et le nourrisson, puisque c'est particulièrement là que l'on a effectué une petite mise à jour, elle consiste tout simplement à ramener la tête en arrière, en position neutre, car la tête de la victime, l'arrière de la tête de la victime est assez volumineux et que si on bascule la tête en arrière, on va surélever en fait les épaules de la victime, éventuellement plier peut-être la trachée, ce qui altérerait la respiration en obstruant les voies aériennes. Donc pour cela, on va, chez le nouveau-né et le nourrisson, uniquement se limiter à ramener la tête en position neutre, mais que rien qu'en effectuant cette manœuvre, eh bien, souvent, le dos de la victime en fait, ne touche plus le sol ou ne touche plus, j'allais dire, le plan dur sur lequel se trouve le nouveau-né. C'est pour ça qu'il est essentiel souvent de glisser c'est-à-dire des vêtements, à l'aide, par exemple, d'une serviette ou d'une serviette de bain ou d'une serviette, peu importe. Vous effectuez un petit billot que vous glissez sous les épaules et ça vous aide à mieux maintenir ensuite la tête de la victime. Pour la libération des voies aériennes lorsque la victime est traumatisée, on garde toujours la technique de liberté des voies aériennes par élévation du menton seulement, parce que parfois elle est suffisante pour assurer une surélévation de la langue et donc de désobstruer les voies aériennes. Mais en cas d'inefficacité, bien malgré tout, il faut quand même basculer la tête prudemment en arrière pour pouvoir quand même libérer cette langue qui resterait au fond de la gorge malgré la traction de la mandibule vers le haut. Pour l'aspiration des sécrétions, c'est une fiche qui avait déjà été revue. Les seules modifications qui ont été apportées dans cette fiche-là concernent les nouveau-nés, particulièrement les nouveau-nés en détresse, qui présenteraient une obstruction des voies aériennes, par exemple par du méconium ou des caillots de sang, ou du vernix, qui est ce gel qui recouvre en fait les nouveau-nés à la naissance, qui peuvent, au niveau des voies aériennes, entraîner une obstruction. Et c'est uniquement dans ces cas qu'on effectue une désobstruction. La désobstruction chez le nouveau-né n'est pas systématique. Pour cela, on le fait avec des sondes de petit calibre et une dépression qui est adaptée, c'est-à-dire qu'il faut faire une dépression qui est naturellement moindre que l'adulte. Ensuite, on débute toujours par une aspiration au niveau de la bouche, en glissant la sonde d'aspiration à l'intérieur de la bouche sans dépasser 5 cm, et ensuite, éventuellement, dans le nez pour d'environ 1 cm. Ces techniques-là sont plus du domaine d'apprentissage du chef d'intervention que du premier secours en équipe. Cette respiration du nouveau-né, alors pourquoi oui, on effectue d'abord une aspiration buccale et ensuite une aspiration nasale, parce que si on commençait par une aspiration nasale, la stimulation de la paroi nasale entraîne une inspiration. Donc si vous avez une inspiration au moment où vous aspirez le nez, si vous avez à l'intérieur de la bouche des sécrétions, eh bien les sécrétions risquent de partir dans les voies respiratoires. Donc on commence toujours par la bouche et ensuite le nez. Vous avez un tableau qui est inséré dans la fiche technique, vous indiquant les dépressions à utiliser. Utilisez ce tableau pour vous reporter ensuite sur l'appareil d'aspiration que vous allez utiliser, qui parfois vous indique des chiffres de dépression, parfois vous indique uniquement des colorations en fonction de la taille de l'individu, soit adulte, soit enfant. À ce moment-là, vous respectez effectivement ce que vous donne votre appareil, qui correspond finalement au tableau des dépressions que l'on vous a indiqué dans la fiche technique. On a toiletté la fiche défibrillateur automatisé externe, pas pour la modifier volontairement, simplement parce que les appareils ont évolué quand même depuis que l'on avait réalisé ces fiches. La description technique, on l'a un petit peu simplifiée parce qu'on l'a adapté notamment aux différents types de DAE. Vous savez que maintenant, vous avez des DAE qui permettent d'être utilisés aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, sans forcément mettre des électrodes spéciales. Donc là aussi, il faudra se référer
à l'appareil que vous allez utiliser. On rappelle bien sûr qu'il faut interrompre le moins possible le massage cardiaque externe et que maintenant, bien souvent, les appareils se chargent j'allais dire en tension sans que l'on ait besoin d'arrêter le massage cardiaque. La plupart des appareils actuellement demandent encore d'arrêter le massage pour effectuer une analyse du rythme cardiaque, mais si vous avez des appareils, enfin, les nouveaux appareils, vous n'avez plus besoin d'arrêter le massage cardiaque pour que l'appareil se charge, ce qui permet de gagner du temps de massage cardiaque et donc de minutes de survie. Enfin, la maintenance des appareils et la gestion des données, elle est sous la responsabilité du propriétaire de l'appareil. Chez nous, à la Croix-Rouge, elle est sous la responsabilité j'allais dire, de votre hiérarchie, de votre directeur et souvent des pôles santé. Et ce sont à eux à élaborer les procédures j'allais dire, réglementaires de gestion de ces appareils. Et ça fait plus partie, j'allais dire, de la partie de la fiche technique en elle-même, mais vous aurez des procédures spécifiques sur ces appareils, puisque lorsqu'on modifie les appareils, des fois les procédures sont amenées à être modifiées et on n'aura pas forcément à refaire la fiche technique. Enfin, on a de plus en plus d'appareils qui sont équipés de dispositifs d'aide au massage cardiaque, notamment de métronomes. Là aussi, si vous les avez, bien, vous pouvez les utiliser parce que ça reste quand même des appareils qui sont intéressants pour améliorer la qualité du massage cardiaque, qui est un des facteurs prépondérants sur la survie des patients qui sont en arrêt cardiaque. Voilà donc les différentes modifications que l'on a apportées sur la partie urgence vitale de nos fiches. Nous allons aborder maintenant les atteintes circonstancielles. Ces atteintes circonstancielles ont fait l'objet là aussi d'une mise à jour, en tout cas les fiches que nous n'avons pas revues l'an dernier. Et le plus gros morceau porte sur les intoxications. On est beaucoup plus détaillé sur les intoxications, notamment sur la recherche de signes spécifiques que l'on voit apparaître sur différents modes, notamment d'intoxication. Et lorsque l'on examine les patients qui auraient pris, par exemple, certains produits toxiques, voire des drogues, eh bien, vous pouvez retrouver notamment des timbres médicamenteux. Il y a des timbres médicamenteux, notamment d'antidouleurs plutôt, qui sont utilisés à des buts, j'allais dire, illicites, et qui peuvent être collés n'importe où, j'allais dire, sur l'organisme, que ce soit au niveau du maxillaire, du périnée, du scrotum, etc., parce que ce sont des zones qui présentent une absorption assez rapide. C'est pour ça qu'ils sont mis dans ces zones-là. Donc, si vous suspectez une intoxication et que vous êtes en présence de ces timbres médicamenteux, il ne faut pas hésiter, bien sûr, de les enlever. De même, si vous repérez des traces de piqûres, de scarification ou de cicatrices sur la peau, il est important de l'indiquer, notamment dans la transmission de votre bilan. Le principe de l'action de secours dans une intoxication consiste toujours à lutter contre une détresse vitale, à identifier autant que possible le toxique, par exemple en recherchant des boîtes, notamment dans les poubelles, ou des traces d'ordonnances qui pourraient nous aider, et bien sûr ensuite demander un avis médical et de suivre les consignes. Un cas très particulier est fait sur les intoxications aux opiacés. De plus en plus d'intoxications sont rencontrées, notamment avec des substances qui sont particulièrement, j'allais dire, toxiques, et il est donc important de les connaître. Ce sont des causes fréquentes de décès. Elles agissent la plupart du temps en entraînant soit des dépressions respiratoires, puisque c'est toxique, l'action au niveau du système nerveux et entraîne une dépression du système nerveux central, notamment au niveau des centres de la respiration, ce qui se traduit par une dépression de la respiration, puis d'une hypoxie du sujet, soit bien sûr associé et accompagné de troubles de la conscience dont la profondeur peut être analysée avec le score que nous avons vu tout à l'heure. Naturellement, si rien n'est fait et si une prise en charge, notamment respiratoire, n'est pas réalisée, la victime va s'arrêter de respirer et présentera un arrêt cardiaque hypoxique. D'ailleurs, dans ces cas-là, il ne faut pas attendre que l'arrêt cardiaque hypoxique apparaisse. Dès que la respiration devient anormale, il faut débuter une réanimation cardiopulmonaire telle que vous le savez et telle qu'on l'a précisé tout à l'heure. Cependant, dans les intoxications aux opiacés, il existe actuellement des antidotes qui peuvent être utilisés et qui sont, j'allais dire, distribués sur ordonnance aux patients, voire aux personnes qui, j'allais dire, côtoient des malades qui sont sujets à réaliser donc ce type d'intoxication.
Donc, la conduite à tenir consiste, lorsque vous avez une victime qui présente une dépression respiratoire, c'est-à-dire qui présente une perte de connaissance, la plupart du temps qui est réactive à la voix, qui est aussi réactive à la douleur, et qui présente une respiration qui est inférieure à 12 à la minute. Vous pratiquez bien sûr les gestes de réanimation que vous connaissez, vous retirez éventuellement les patchs médicamenteux, on l'a vu, tout en demandant, on l'a vu tout à l'heure, tout en demandant un avis médical. Mais si, dans ces situations-là, vous avez de la naloxone, qui est un médicament prescrit, administrable par voie intranasale, actuellement, je vous ai dit, ce sont souvent l'entourage des patients qui ont ces moyens, enfin ces médicaments, mais aussi dans les centres d'addiction, le personnel qui travaille dans ces centres d'addiction. Dans les prisons, c'est souvent le personnel c'est-à-dire les surveillants de prison, sont aussi formés et ont en leur possession ce genre de médicaments. Ce sont des médicaments donc, qui sont administrables par pulvérisation nasale, on va le revoir tout à l'heure. Vous devez administrer une pulvérisation de naloxone dans chaque narine lorsque vous avez une perte de connaissance avec une fréquence respiratoire inférieure à 12 par minute, et vous devez renouveler cette administration en cas d'inefficacité lorsque la fréquence respiratoire reste inférieure à 12 par minute, au bout de 5 minutes, ou si jamais, bien sûr, la victime, de nouveau, après une phase d'amélioration, se remet de nouveau à ralentir sa respiration. Ce sont des médicaments sur des victimes qui ne sont pas encore en arrêt respiratoire, qui sont très efficaces et qui évitent notamment l'arrêt respiratoire et éventuellement le décès de la victime si on ne fait pas de gestes de secours. Donc, ça me permet d'introduire l'aide à la prise de médicaments de façon plus générale. Se pose toujours la question, doit-on administrer des médicaments? Il y a un principe en France, c'est que c'est le médecin qui prescrit le médicament et c'est la victime qui s'administre le médicament. Ou si la victime ne s'administre pas les médicaments, les personnes qui peuvent administrer les médicaments, ce sont les médecins eux-mêmes, mais aussi les personnels paramédicaux que sont les infirmiers ou les infirmières. Dans le cadre du secouriste, c'est le médecin qui prescrit, la victime qui s'administre et le secouriste qui va l'aider. Les médicaments existent sous plusieurs formes. Ils existent sous plusieurs formes. Vous les avez ici présentés sous forme de dessin. D'abord, vous avez l'oxygène, qui est un médicament qui, lui, s'administre par voie nasale, comme vous avez l'habitude de le faire, avec une autorisation spéciale d'autorisation d'administration de l'oxygène pour les secouristes, puisque vous avez des indications que vous devez respecter. Vous connaissez les sprays que l'on utilise notamment dans les crises d'asthme, que les patients ont à leur possession, et vous les aidez la plupart du temps à s'administrer ces sprays, parce que ce sont des médicaments qui améliorent très rapidement l'état de la victime et qui permettent d'éviter notamment une évolution vers un arrêt de la respiration. Et vous avez aussi les malades qui ont besoin de se voir administrer certains comprimés ou des gélules, qui sont des formes médicamenteuses, qui s'administrent de façon différente, on va le voir. Alors, il y a plusieurs façons d'administrer un médicament. La première, c'est par la bouche. Par la bouche, le médicament peut être administré de 3 façons différentes. La première consiste à mettre le médicament sous la langue. Le médicament, j'allais dire, va fondre sous la langue. Et sous la langue, il y a une vascularisation qui fait qu'il y a une absorption qui est assez rapide du médicament. En plus, le passage par certaines voies à l'intérieur de l'organisme du médicament fait que sa biodisponibilité est assez rapide. Il y a une deuxième possibilité, c'est de le déposer sur la langue et attendre que ce médicament fonde. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs avec le sucre. Et la troisième possibilité, c'est de demander à la victime de l'avaler. Pour l'avaler, bien souvent, on est obligé de lui fournir un petit peu d'eau pour faciliter, pour lui rendre plus facile en tout cas le fait d'avaler le médicament. Ces voies d'administration doivent être respectées parce que la biodisponibilité des médicaments peut être totalement différente. Par exemple, si vous devez administrer du sucre, notamment à une personne qui présente ou qui est suspecte d'une hypoglycémie, il est préférable de lui demander de l'avaler. Le fait d'avaler du sucre dans les hypoglycémies permet de corriger la glycémie plus rapidement que si vous le laissez dans la bouche. Si vous êtes en face d'un enfant et que vous avez du mal ou que l'enfant ne veut pas avaler, vous avez plutôt intérêt à mettre le sucre sous la langue, parce que là aussi, son absorption est plus rapide que sur la langue. Par le nez, vous connaissez donc l'administration du spray nasal. C'est l'image que vous avez sur fond noir. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez la petite flèche, vous avez une personne qui maintient un dispositif médicamenteux à l'intérieur duquel vous avez un médicament et que vous allez administrer en appuyant sur un petit bouton, en mettant l'extrémité ici de cet appareil à l'intérieur du nez. C'est un spray nasal.
c'est les sprays, vous avez souvent l'habitude de les utiliser lorsque, comme on dit, quand on a le nez bouché, hein, l'hiver, quand on fait des maladies ORL. Eh bien, ce médicament, en fait, ce qui est administré par spray nasal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'analoxone qui lutte contre les intoxications, notamment aux opioïdes. Aux opiacés, pardon. Donc, c'est intéressant d'utiliser ces médicaments si c'est à disposition et si la victime a ce médicament à disposition, justement pour lutter contre ces genres de détresse. Et puis ensuite, vous avez les médicaments qui existent par injection, notamment il existe des dispositifs auto-injectables. Celui que vous connaissez le plus, c'est l'adrénaline, puisqu'on l'a vu l'an dernier dans les réactions anaphylactiques. Mais comme je vous parlais de naloxone, il existe aussi des dispositifs auto-injectables de naloxone. Il n'en existe pas actuellement en France. Il y a de fortes chances que assez rapidement, on ait aussi des dispositifs auto-injectables de naloxone pour lutter contre les intoxications aux opiacés. N'oubliez pas de contrôler quand même la date de péremption et la qualité du médicament de son emballage avant d'administrer un médicament et d'essayer de respecter la prescription médicale qui, bien souvent d'ailleurs, vous est uniquement indiquée par le patient. On est bien obligé malgré tout de le croire. Pour les piqûres et les morsures d'animaux, en ce qui concerne les piqûres d'insectes, la partie connaissance a été un petit peu revue. Notamment sur les piqûres d'insectes et les morsures humaines ou animales, vous verrez qu'on n'insiste plus sur la désinfection, notamment sur l'utilisation des antiseptiques. On s'est aperçu, et les différentes études, notamment comparatives, montrent que laver à l'eau soigneusement une plaie a souvent une efficacité qui est identique à celle de l'utilisation d'un antiseptique. Si vous n'avez pas d'eau, que vous avez un antiseptique, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Mais le lavage à l'eau ou avec du sérum physiologique, éventuellement avec du savon, c'est la meilleure façon de, nettoyer, voire de désinfecter une plaie. Donc, on insiste surtout sur le lavage à l'eau, sérum physiologique, plus que sur la désinfection. En ce qui concerne les conduites à tenir, on rappelle dans la morsure humaine de l'importance du lavage à l'eau et sérum physiologique, là aussi, c'est ce que je vous disais actuellement, et ensuite d'appliquer la conduite à tenir devant une plaie grave. Dans les piqûres de tiques, qui je crois n'étaient pas abordées de façon plus développée dans nos fiches, mais qui est quand même quelque chose qu'on retrouve fréquemment, particulièrement dans les postes de secours. Il est intéressant de se doter dans les postes de secours de tire-tiques parce que ce sont des appareils qui sont assez faciles à utiliser et qui permettent de retirer facilement les tiques sans les écraser, soit sans appuyer sur la tique et en injectant à ce moment-là des composés qui peuvent transmettre certaines maladies virales à la victime. Donc, on demande d'utiliser un tire-tique pour les retirer, de ne pas utiliser de l'éther comme c'était parfois préconisé, parce que c'est le contraire. Cela va injecter ce qu'il y a dans la tique dans l'organisme, avec éventuellement des virus à l'intérieur. Et enfin, de surveiller notamment les personnes qui ont été piquées par une tique. Si vous constatez l'existence d'une rougeur au niveau de la zone de la piqûre, une éruption, de la fièvre ou l'apparition de ganglions, notamment à la racine du membre ou au cou, il faut naturellement immédiatement consulter car il faudra prendre un traitement par voie générale. Les morsures de serpent, là aussi, quelques modifications. Elles ne sont pas très importantes. On rappelle l'importance de ne pas pratiquer les techniques d'aspiration. Elles ne servent à rien, ni même d'utiliser des dispositifs d'aspiration mécanique. De ne pas utiliser d'injection de sérum antivenimeux. Ça dépend de la nature des serpents. En France, on n'a pas de venins qui sont excessivement toxiques. Par contre, c'est plus vrai dans d'autres pays où l'on a des animaux qui sont plus venimeux. Mais à ce moment-là, il faut se renseigner quand on se rend dans des zones d'endémie. Et qu'il vaut mieux donc rassurer la victime, l'allonger, lui demander de rester calme, de ne pas mobiliser le membre atteint, voire même de l'immobiliser si vous le voulez. Par contre, c'est de protéger la plaie, éventuellement en la nettoyant à l'eau, comme on l'a vu tout à l'heure, et à ne pas frotter, et surtout, ensuite, éventuellement, en la protégeant avec un pansement, sans effectuer de pansement compressif. Le pansement compressif n'est plus de mise dans les morsures de serpent. Il y a aussi différentes études actuellement, malgré que les études ne sont pas nombreuses, car les cas de morsures de serpent ne sont pas très nombreux quand même dans le monde entier.
Donc, ce sont souvent des études qui sont faites au cas par cas. Donc, on ne recommande plus le pansement compressif, mais uniquement un pansement normal. Et ensuite, n'oubliez pas que les conséquences sont souvent plutôt locales que générales, et notamment un œdème assez rapide apparaît, d'où la nécessité d'enlever, en tout cas avant que le gonflement n'apparaisse, les bracelets ou les bagues qui sont à proximité de la morsure pour éviter des constrictions et des ischémies des extrémités. Ensuite, bien sûr, comme dans tous les cas, transmettez un bilan pour demander un avis et vous appliquez les consignes reçues avant de surveiller la victime. Voilà ce qui est bon à se souvenir pour les morsures de serpent. Pour terminer, dans les animaux, les piqûres et les morsures d'animaux, c'est la piqûre de méduse. On l'a un petit peu plus détaillé parce que c'est quand même quelque chose qui est très fréquent, notamment effectivement sur les plages, que si vous faites des postes de secours, que ce soit à la Croix-Rouge ou ailleurs, c'est quelque chose que vous allez rencontrer assez fréquemment et qui est toujours excessivement désagréable pour les victimes et pour lequel on est souvent désarmé dans ces cas-là. Pour les retrouver, donc on vous a montré ces photos qui sont assez typiques de la piqûre de méduse, parce que ce sont des piqûres, hein, ce sont des petites gouttelettes, j'allais dire d'eau, on appelle ça des nématocytes, qui sont composés d'un dispositif d'injection et qui, lorsqu'ils sont en contact de la peau, peuvent se déclencher et injecter le produit irritant à l'intérieur de la peau. Donc on le repère par plusieurs traces rouges qui sont souvent très douloureuses, plus ou moins larges, avec un gonflement périphérique, comme vous le voyez dans la deuxième photo, qui est à droite, en cas de contact, notamment avec les filaments de la méduse. Dans ces cas-là, on va essayer d'enlever le filament s'il est toujours au contact. Attention, naturellement, vous devez vous protéger avec un gant, sinon vous allez aussi vous faire appliquer. Deuxièmement, vous allez arroser dès que possible avec du vinaigre de table jusqu'à ce que la douleur diminue. Attention, pour certains types de piqûres d'animaux marins qui ressemblent beaucoup à des méduses, mais qui n'en sont pas réellement. Enfin bon, c'est tout comme. Le vinaigre de table n'est pas indiqué. Au contraire, il est même contre-indiqué. Si vous êtes dans ces zones-là, qui sont notamment des zones qui se trouvent surtout au niveau de l'Atlantique, sur la côte atlantique, bien souvent, il n'est pas recommandé d'utiliser le vinaigre de table. Donc, le vinaigre de table est utilisé pour pratiquement toutes les méduses, sauf certaines, notamment dans certains pays où il y a différents types de méduses, mais surtout sur la côte atlantique, dans certaines zones où l'on a d'autres types d'animaux marins qui peuvent ressembler à des méduses, qui ont aussi des tentacules et qui peuvent vous piquer de la même façon et pour lequel le vinaigre de table n'est pas conseillé. Si la douleur persiste, vous devez enduire la zone atteinte si vous avez avec de la mousse à raser ou avec du sable et enlever cette mousse à raser, ce sable qui va piéger en fait les nématocytes, ces petites gouttelettes d'eau avec le dispositif d'injection. Ça va être piégé dans la mousse à raser ou dans le sable. Et si vous raclez avec une carte rigide, eh bien, vous allez enlever le sable et tous ces nématocytes. Et ensuite, vous pouvez nettoyer soit avec de l'eau chaude, soit arroser avec de l'eau chaude jusqu'à la disparition de la douleur. L'avantage de l'eau chaude, c'est que c'est une eau qui va diminuer la douleur parce qu'elle détruit en fait le venin de cette méduse qui est un venin thermolapide. Si vous arrosez, par exemple, lorsque vous avez enduit de mousse à raser, de sable, si vous n'avez pas d'eau et que vous voulez arroser ou nettoyer la zone qui a été piquée, il ne faut surtout pas le faire avec de l'eau douce. Vous devez le faire, le mieux, c'est avec l'eau de mer, parce que l'eau douce entraînerait un déclenchement des dispositifs de piqûre des nématocytes. À défaut, comme vous le savez, pour lutter contre la douleur, le froid, ça marche tout le temps. Ça n'inactivera pas le venin, mais ça diminuera la douleur. Donc, si vous n'avez pas de chaud et que vous avez du froid, mettez du froid. Dans les autres cas d'animaux marins, vives, rascasses, alors là, il n'y a pas de changement. Ce sont des venins qui sont très thermolabiles. Et donc là aussi, il faut essayer de mettre la zone atteinte de l'eau chaude. Alors, c'est aux alentours à peu près d'une quarantaine de degrés pendant 30 minutes au minimum et laisser le pied ou la zone qui est piquée dans l'eau. Nous en avons terminé par les atteintes circonstancielles et nous abordons le quatrième et presque dernier, avant de voir les relevages et les brancardages, quatrième partie de notre guide qui porte sur les atteintes traumatiques. Alors, dans cette quatrième partie sur les atteintes traumatiques, en ce qui concerne les atteintes de membres, il y a des
ajouts qui ont été faits dans les fiches, parfois dans les parties qui portent sur les connaissances, notamment sur les causes et mécanismes, en reprécisant qu'il s'agit essentiellement de l'activité du sport, du travail, de loisirs. Ça ne portera pas de conséquences sur vos conduites à tenir. On a reprécisé, on a simplifié les mécanismes avec des mécanismes directs et indirects ou par pénétration d'un corps étranger, notamment par les blessures par arme à feu ou arme blanche. On a simplifié en fait ces chapitres-là, vous allez voir. Donc, il n'y a pas de grandes modifications dans les conduites à tenir. Les signes, je vous en ai parlé tout à l'heure, chez la victime qui a perdu connaissance, lorsque vous palpez la victime de la tête aux pieds, une réaction de la victime à la palpation peut traduire l'existence d'une douleur provoquée par votre palpation et localiser ainsi une zone qui serait par exemple fracturée. Ce qui est intéressant, notamment lorsque vous voulez mettre en place une victime en position latérale de sécurité, parce que ça peut vous permettre d'identifier, lorsque vous la touchez, si elle réagit, ça vous permet d'identifier une zone qui serait peut-être lésée. La conduite à tenir reste l'immobilisation et surtout le respect de la déformation. Il ne faut pas effectuer de réduction de fracture, sauf si elle est réalisée par un médecin, sauf si elle est indiquée par un médecin dans des circonstances bien particulières. Sinon, vous devez immobiliser en respectant la déformation. Ça, c'est une règle générale. Donc, seul un médecin peut réaliser un réalignement. C'est pour ça que ces techniques de réalignement, il ne faut pas qu'elles deviennent un point essentiel de la formation. Elles sont totalement optionnelles et ne concernent réellement que des équipes qui seraient amenées à se retrouver seules, sans médecin, ou avec un médecin qui, à distance, leur guiderait la conduite à tenir, ou éventuellement, on peut leur montrer comment on peut procéder pour effectuer une réaxation d'un membre avant de l'immobiliser. Mais la règle générale, c'est qu'on immobilise en respectant la déformation. En ce qui concerne le traumatisme de la face, c'est une fiche qui a été rajoutée par la DGSCGC, mais qui existait déjà, si mes souvenirs sont bons, dans le guide Croix-Rouge, si je ne dis pas des bêtises, mais si je dis une bêtise, Julien Papoz n'hésitera pas de me faire la remarque. La définition, elle est simple, c'est une lésion secondaire à une atteinte traumatique de la face ou de la face antérieure du cou. On a ajouté la face antérieure du cou, parce qu'on avait vu la face postérieure pour le traumatisme du rachis, mais la face antérieure du cou, n'oublions pas qu'on a des gros vaisseaux qui passent, on a aussi la trachée avec donc des voies respiratoires qui passent à ce niveau-là, et donc on a des complications secondaires. Les mécanismes, ce sont soit des chocs directs, la plupart du temps, soit des blessures pénétrantes, ça c'est classique. Par contre, les conséquences sont importantes parce que les traumatismes de la face du cou peuvent entraîner des obstructions des voies aériennes par des corps étrangers, notamment lorsque vous avez des fractures de la mandibule. Vous pouvez avoir une bascule, notamment de la langue qui est désinsérée et qui va venir obstruer les voies aériennes. Vous pouvez avoir aussi un gonflement sous l'effet du traumatisme de la langue. Donc, la première conséquence, c'est l'obstruction des voies aériennes. Deuxièmement, ce sont des hémorragies qui sont d'ailleurs souvent difficiles à arrêter, même si elles sont externes, parce qu'il faut effectuer des compressions. Vous ne pouvez pas naturellement utiliser, c'est difficile d'utiliser les pansements compressibles, il faut maintenir les compressions. Il est possible d'utiliser d'ailleurs les gaz hémostatiques à ce niveau-là, elles peuvent être d'un certain intérêt, et que lorsqu'il s'agit d'hémorragie extériorisée, on n'a pas beaucoup de techniques pour arrêter ces hémorragies extériorisées. Enfin, c'est au niveau de la face où vous avez les yeux, vous pouvez avoir des atteintes oculaires, il faut savoir les repérer, et les séquelles esthétiques sur les traumatismes de la face peuvent être très importantes. N'oubliez pas quand même, puisque l'on a vu les traumatismes du rachis, que lorsque l'on a une atteinte de la face et surtout de la face antérieure du cou, eh bien, on peut avoir aussi une atteinte de la face postérieure et qu'au niveau de la face postérieure se trouve le rachis, et donc vous pouvez avoir aussi un traumatisme du rachis et du crâne. Les signes de ce traumatisme de la face sont bien sûr assez faciles d'ailleurs à identifier, que ce soit par l'existence de douleurs, de troubles de la vision, une difficulté à avaler suite à un traumatisme ou à un coup porté au niveau du cou, des gonflements au niveau de la face qui peuvent être localisés, particulièrement lorsqu'ils siègent au niveau des deux yeux, ce qu'on appelle l'œdème en lunettes au niveau des paupières. Vous pouvez avoir des plaies de la face, de la langue ou du cou, des déformations qui peuvent être assez rapidement visibles par des gonflements, des saignements comme on l'avait vu, comme on l'a vu tout à l'heure, et parfois, lorsque vous regardez la victime, eh bien, lorsqu'elle bouge les yeux, en fait, vous avez des yeux qui ne bougent pas de façon symétrique, qui peuvent traduire notamment des fractures de l'orbite ou des injections de sang sous la cornée qui traduisent des traumatismes oculaires. Enfin, vous pouvez avoir une désinsertion, une fracture des dents, et on l'a vu déjà dernièrement ce qu'il fallait faire, mais c'est rencontré aussi assez fréquemment dans ces traumatismes de la face. Donc, on voit que les deux grandes complications,
si l'on exclut les traumatismes du rachis cervical que l'on a vu tout à l'heure, les deux grandes complications des traumatismes de la face et de la face antérieure du cou, ce sont les détresses respiratoires par une obstruction des voies aériennes et la détresse circulatoire secondaire à une hémorragie externe ou une hémorragie extériorisée. Devant, bien sûr, une plaie de la face, on appliquera la conduite à tenir devant une plaie grave. Si le saignement est abondant, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on essayera d'effectuer une compression manuelle, soit on la maintiendra, on peut utiliser les gaz hémostatiques. Au niveau du cou, particulièrement à la base du cou, vous pouvez utiliser des pansements compressifs avec contre-appui, notamment sous l'aisselle, pour ne pas entraîner, bien sûr, de striction du cou et de ne pas comprimer la trachée. Si vous avez des corps étrangers qui sont insérés au niveau de la face ou du cou, on ne les touche pas, sauf s'ils entraînent une obstruction aiguë des voies aériennes et un arrêt de la respiration, bien sûr, de la victime. Mais en règle générale, on les laisse, on ne les touche pas parce qu'en les enlevant, on pourrait non seulement aggraver la lésion, mais en plus, souvent, lorsque le corps étranger est enchâssé dans la peau ou dans les corps sous-jacents, eh bien, il va obstruer et bouche, et il sert de bouchon dans un premier temps. Enfin, lorsque vous avez une atteinte de l'œil, il faut demander à la victime de rester immobile, j'allais dire les yeux fixes. On lui demande de ne pas bouger les yeux, de rester à plat dos, et vous recouvrez, je veux dire, il s'agit de remettre par-dessus, c'est-à-dire on n'appuie pas, on pose juste sur les deux yeux des compresses stériles, s'il n'y a pas de corps étranger, ce qui permet d'obturer les deux yeux de la victime, car naturellement, si on en obture un et que la victime regarde avec l'autre œil, quand elle bougera l'autre œil, eh bien, on a de fortes chances, bien sûr, vous le savez, que le second œil, lui aussi, bouge. Et donc, pour éviter cela, on demande de boucher les deux yeux. Dans le cadre des traumatismes dentaires, il faut récupérer la dent tombée, la conserver dans du sérum physiologique à défaut du lait. Ce sont souvent les dents qui sont désinsérées que l'on pourra réimplanter. Là, il y a des études actuellement cliniques qui sont faites sur les différents produits qui peuvent être utilisés pour conserver la dent avant de l'amener dans un centre spécialisé. On n'a pas encore les résultats de ces études, mais je pense que ça fera l'objet d'une mise à jour l'année prochaine. Je sais qu'il y a tout type de produit a été étudié pour savoir dans quoi on peut conserver une dent. Il y a même des dispositifs spéciaux maintenant qui existent pour conserver les dents tombées. Et ensuite, ce qui est important, c'est d'orienter la victime vers le bon centre. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si l'on n'oriente pas la victime vers un centre qui est capable d'effectuer une réinsertion de la dent, eh bien, on est certain que la dent ne sera pas implantée. Donc, il faut bien le préciser au niveau de la transmission du bilan, en précisant bien qu'on a récupéré la dent. Et souvent, d'ailleurs, on vous fera décrire ce que vous avez récupéré, si c'est un morceau de dent que vous avez récupéré ou si c'est la dent entière. La dent entière peut être réinsérée, le morceau de dent, souvent non. S'il s'agit de fracture de la mandibule, c'est la partie supérieure du maxillaire, ce n'est pas la partie inférieure, ou des os du nez, il faudra effectuer une conduite à tenir devant une détresse respiratoire si la victime a du mal à respirer, installer la victime sur le côté parce que si vous avez des saignements, la victime pourra, le saignement pourra s'extérioriser et ne pas rester à l'intérieur des voies aériennes et obstruer les voies aériennes. Et si le traumatisme, c'est vraiment un traumatisme mineur, à ce moment-là, vous ferez la conduite à tenir dans un saignement du nez en obturant les deux narines, comme vous avez l'habitude de le faire. Si c'est un violent traumatisme de la face, ça ne se fait pas. Par contre, il faudra mettre la victime sur le côté. Naturellement, si la victime a perdu connaissance, vous appliquerez la conduite à tenir générale devant une victime qui a perdu connaissance et qui respire, et vous demanderez un avis médical en respectant les consignes données, comme d'habitude. En ce qui concerne les techniques d'immobilisation, nous avons vu l'an dernier les traumatismes du rachis. Ça a été une profonde mise à jour, une profonde modification de ces traumatismes du rachis. On ne va pas les réaborder là, mais on va aborder de façon très simplifiée. Pour rappeler que, et pour préciser notamment si vous avez des questions à poser, que le plan dur, c'est le gold standard pour effectuer des techniques de dégagement des victimes. Pour dégager une victime d'une zone difficilement accessible, par exemple une victime qui est coincée à l'intérieur d'un véhicule, on va utiliser le plan dur pour sortir la victime de la voiture, accompagné, vous le savez, dans ces cas-là, de la mise en place d'un collier cervical, puisque c'est une de ces indications de pause. Lorsque vous avez une victime qui est allongée au sol, pour la relever, si vous suspectez un traumatisme du rachis, on utilise le brancard cuillère. Le brancard cuillère est la meilleure technique pour relever une victime et l'installer sur un dispositif d'immobilisation. Enfin, troisièmement, si vous devez immobiliser une victime, corps entier, l'immobilisation corps entier d'une victime doit se faire sur un matelas immobilisateur
à dépression et pas mobilisateur, parce qu'il y a une belle faute, c'est un matériel immobilisateur à dépression, parce que c'est le gold standard des techniques d'immobilisation. Donc, le matelas immobilisateur à dépression, c'est le gold standard des techniques d'immobilisation. Donc, plan dur pour les dégagements, brancard-cuillère pour le relevage, le matelas immobilisateur à dépression pour l'immobilisation des traumatisés du rachis lorsque vous avez posé l'indication d'immobilisation. Et ça, vous les connaissez maintenant puisque nous les avions vus l'an dernier. Le plan dur, je vous l'ai dit, c'est pour extraire les victimes d'un endroit difficile d'accès, éventuellement pour allonger une victime retrouvée debout. Mais bon, il ne faut pas faire une affaire d'état de cette technique-là. Bien souvent, d'ailleurs, les victimes, si on demande à la victime de s'allonger toute seule, souvent on les mobilise moins. Enfin bon, on verra plus tard donc, si on garde cette technique-là, mais il ne faut pas non plus passer tout le temps de formation là-dessus. La victime, on va l'immobiliser sur un plan dur, sur un matelas immobilisateur à dépression. En priorité, on va utiliser le brancard-cuillère pour relever la victime et l'installer sur le plan dur. C'est le choix prioritaire. Si vraiment vous n'avez pas de matelas, de brancard-cuillère, à ce moment-là, il vaut mieux utiliser une technique de ramassage en pont. Et si vraiment vous n'avez pas de technique vous ne pouvez pas réaliser une technique de ramassage en pont. Il reste que la technique de roulement au sol sur un plan dur. Mais attention, c'est une technique qui mobilise beaucoup la colonne vertébrale. Donc, elle n'est pas une des bonnes techniques, en tout cas, à choisir en priorité. C'est vraiment si vous ne pouvez pas effectuer les deux autres. N'oubliez pas, dans ces cas-là, mettre un collier cervical parce que la mobilisation est assez importante lorsqu'on roule la victime sur le côté. Et pour cela, il est à ce moment-là indiqué de mettre en place un collier cervical pour ensuite immobiliser la victime sur le matelas immobilisateur à dépression. Je vous rappelle qu'on ne multiplie pas les dispositifs d'immobilisation, c'est-à-dire que on ne peut pas mettre en place un collier cervical sur la victime, laisser une attelle cervico-thoracique, mettre le tout sur un plan dur et le tout sur le matelas coquille. Non, il n'y a qu'un seul moyen d'immobilisation. Si vous décidez d'immobiliser la victime sur un matelas à dépression, ça veut dire qu'une fois sur le matelas à dépression, si vous avez un plan dur ou une attelle cervico-thoracique, il faudra l'enlever pour ensuite l'immobiliser sur le matelas. Le maintien de la tête en position neutre se fait dès qu'un traumatisme de la tête, de la nuque ou du dos est suspecté, dans l'attente d'une éventuelle immobilisation, avec une possible interruption pour une victime qui est à plat dos. Je rappelle que dans l'indication de la tête, dans le maintien de la tête en position neutre, il s'agit d'une technique de stabilisation du rachis cervical, que souvent on va la réaliser le plus tôt possible, tant qu'on n'a pas complètement examiné la victime. Et lorsque l'on a complètement examiné la victime, ensuite, on pourra décider de ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que si vous avez stabilisé la tête de la victime, à l'issue de votre bilan, si vous pensez qu'il n'est pas nécessaire d'immobiliser la victime, à ce moment-là, vous n'avez pas d'intérêt à poursuivre ce maintien de la tête. Il n'empêche néanmoins que même si vous avez au départ imaginé une suspicion d'un traumatisme du rachis, il faudra quand même, mobiliser avec précaution la victime. Si par contre l'immobilisation est requise, à ce moment-là, eh bien, il va falloir assurer la stabilisation de cette tête et ensuite, secondairement, éventuellement, une restriction, par exemple, avec une utilisation de blocs de tête et ensuite une immobilisation de la victime. En ce qui concerne la attelle cervico-thoracique, c'est le moyen d'immobilisation pour extraire une victime le plus souvent en position assise. Ce sont des techniques de dégagement, comme on l'a vu pour le plan dur. On place un collier cervical lorsqu'on met en place une attelle cervico-thoracique parce que la mise en place est souvent assez laborieuse et peut entraîner une mobilisation de la victime. Donc, dans un premier temps, on vérifiera naturellement si la victime présente des signes ou pas, et ça c'est dans le bilan d'urgence complémentaire, si elle présente des signes moteurs ou sensitifs. La victime sera ensuite mise sur un plan dur. Ensuite, elle sera immobilisée sur le matelas coquille. Et ensuite, on retirera le plan dur, on retirera l'ACT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour immobiliser la victime sur ce matelas coquille. Et voilà, la victime est immobilisée. Dans ce cas-là, vous voyez que le plan dur est,
collier cervical, excusez-moi, je commence à fatiguer, comme on dit. Le collier cervical est installé et qu'une fois immobilisé, puisque là, elle est en train d'être immobilisée, une fois immobilisée sur son matelas immobilisateur à dépression, on desserrera le collier cervical. La pose du collier cervical, on rappelle les risques notamment respiratoires, les risques particulièrement sur la liberté des voies aériennes, les risques au niveau des vaisseaux du cou, mais aussi les compressions locales que l'on rencontre au niveau notamment de l'angle de la mandibule. C'est pour cela qu'il faudra respecter les indications de la mise en place du collier cervical. C'est un moyen de restriction, ce n'est pas un moyen de stabilisation. Il est rarement mis en urgence. Il est mis en place que si l'on ne peut pas maintenir justement une stabilisation correcte du rachis au cours des manœuvres de dégagement, et on le met en place avant de mobiliser la victime si la stabilisation est difficile et aléatoire, comme je vous le disais, et sa mise en place, elle est effectuée lorsque la tête est en position neutre et en l'absence de contre-indication naturellement. Et après, eh bien, on n'oubliera pas de desserrer le collier cervical dans le matelas immobilisateur et de réévaluer la liberté des voies aériennes. Voilà donc pour la partie qui consistait donc, qui portait sur les techniques d'immobilisation. Les techniques de relevage et de brancardage, c'est une partie qui est relativement rapide puisque c'est une partie qui est très technique et que l'on n'a pas fait de modifications majeures. On a fait quelques corrections, quelques aménagements et quelques mises à jour, mais qui ne modifient pas profondément les relevages, les techniques de relevage et de brancardage. On a déjà dit de toute façon l'essentiel et vous le retrouverez dans les indications notamment de l'utilisation de ces différents outils. Le brancard-cuillère qui est le moyen de première intention pour relever une victime allongée au sol, c'est le gold standard du relevage, je vous en ai parlé tout à l'heure, et qui permet donc aussi parfois d'effectuer le transfert d'un dispositif de portage à un autre. Notamment à l'hôpital, vous pouvez réutiliser le brancard-cuillère pour transférer une victime suspecte d'un traumatisme du rachis sur un lit d'hôpital. Donc, le brancard-cuillère peut être associé au bloc immobilisateur de tête, qui est constitué d'un coussin de tête et de 2 blocs latéraux avec des sangles. Donc, il est possible de l'utiliser. Deuxièmement, si vous n'avez pas de brancard-cuillère, je vous l'ai dit, on utilise des techniques de pont pour remettre la victime donc, sur le dispositif de portage, soit par une technique de pont simple, soit une technique de pont par translation, qui peut être à 4 ou à 3 sauveteurs naturellement. En ce qui concerne les techniques de relevage à 3 porteurs, on a précisé que ce sont des techniques qui doivent tenir compte de la corpulence de la victime et de la corpulence des sauveteurs, que plus la victime est, j'allais dire, à un poids élevé, plus il est intéressant de se mettre à plusieurs sauveteurs, voire à 4 sauveteurs. Que le retournement en urgence à un secouriste d'une victime ne s'effectue que chez la victime qui a perdu connaissance, qui est sur le ventre, lorsque vous êtes seul pour vérifier la ventilation de la victime. Il est essentiel dans ces cas-là de vérifier la ventilation. Encore, on retrouve trop souvent des victimes en arrêt cardiaque qui sont restées à plat ventre ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont en PLS. On a du mal à surveiller la ventilation dans ces cas-là. Et ça, c'est un gros souci parce que ça augmente la mortalité. Nous avons maintenu actuellement chez la victime inconsciente la position latérale de sécurité, mais cela implique une surveillance très étroite de la ventilation. Et au moindre doute, il ne faut pas hésiter à remettre la victime sur le dos pour vérifier la ventilation si c'est nécessaire. Voilà, donc vous voyez, donc, on a revu, c'est un petit peu plus court que l'an dernier, on a revu l'ensemble de nos fiches et de nos différentes conduites à tenir. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Je vous l'ai dit, ces recommandations sont issues de la Direction générale de la sécurité civile. Nous avons beaucoup participé à leur élaboration, particulièrement au niveau du Conseil national de protection civile, avec d'autres partenaires que sont la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On a travaillé aussi avec la Fédération nationale de la protection civile, la Croix-Blanche, l'Éducation nationale, la santé, excusez-moi, j'en oublie certainement d'autres, mais ils étaient tous présents, tous leurs experts étaient présents pour que l'on se mette d'accord tous sur la façon de réaliser ces mises à jour. Je rappelle que la recommandation Croix-Rouge s'applique à la Croix-Rouge. Nous avons dans nos fiches Croix-Rouge des conduites à tenir qui s'appliquent à notre association.
De temps en temps, il y a quelques différences, mais qui ne sont pas fondamentales avec celles de la DGS-CGC. Parfois, on a rajouté des choses spécifiques qui sont liées à notre besoin particulier. Notre référence, ce sont les guides de la Croix-Rouge. Le guide de la DGS-CGC, c'est un guide que l'on utilise pour mettre à jour nos références qui sont celles de la Croix-Rouge. Donc, ce webinaire sera mis, on vous l'a dit, en ligne. Vous pourrez le réécouter par morceaux, puisqu'il sera, on vous localisera notamment les différents chapitres que l'on a envisagés pour que vous puissiez aller voir différentes parties sans revoir la totalité du webinaire. Le guide pratique PSE a été mis à jour. Nous avons terminé pratiquement toute cette mise à jour, toutes les corrections. Nous mettrons en route ce qu'on appelle une version bêta pour les recyclages qui ont lieu donc, au mois de janvier et début février. Et ensuite, une fois ces recyclages terminés, comme je sais que bien souvent vous nous apportez quelques modifications parce que vous avez un esprit très vigilant qui nous permettent de voir des choses que nous n'avons pas vues parce que vous savez qu'à force d'avoir, comme on dit, le nez dedans, on finit par plus voir des éléments. Donc, vous allez nous indiquer éventuellement ce qui est encore possible de modifier et nous sortirons après la formation continue, donc la version définitive que vous pourrez utiliser dans vos formations après dans vos territoires. Je rappelle que on décrit une technique dans les fiches techniques. Cette technique, elle est décrite souvent très précisément, mais ce qui compte, c'est le principe général. Après, sur le terrain, parfois, on ne peut pas appliquer parfaitement la technique. L'important, et c'est notamment le rôle des chefs d'intervention, c'est d'adapter la technique tout en respectant les principes généraux. Dans certains organismes ou d'autres associations, on ne fait pas tout à fait pareil, mais les principes généraux sont souvent les mêmes. 2020, ça sera l'année des nouvelles recommandations internationales. Alors en fait, attention, les recommandations internationales, il en sort tous les ans. Il n'y a pas que l'ILCOR ou le RC, dont je nous avais parlé l'an dernier, qui fabriquent des recommandations. Il y a d'autres organismes. On en a tenu compte déjà cette année. L'ILCOR édite des recommandations tous les ans. En plus, comme le Centre mondial de référence en premier secours, que ce soit Pascal Cassin et moi-même, on participe aux réunions de l'ILCOR, on connaît déjà les grandes orientations de ces recommandations. Elles sont d'ailleurs pour grande partie déjà incluses. Donc, ça n'entraînera pas une profonde modification, mais c'est souvent tous les 5 ans, les années de 15 ou les années 20, c'est-à-dire avec des 5 ou avec des 0, c'est souvent la grande messe des nouvelles recommandations internationales qui nous permet de tout rebalayer d'un coup, et c'est toujours relativement intéressant de le faire. Voilà, comme disait plutôt Victor Hugo, le progrès est le monde de l'homme. Et les recommandations ne sont jamais closes. Ça, c'est moi qui le dis. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de toutes ces modifications. Je pense, peut-être si Julien se remet en ligne, sauf s'il est mort. Non, il n'est pas mort, il est bien vivant. Je ne sais pas s'il y a des questions ou autres à poser ou à répondre sur ce que l'on vient de voir. Bien, effectivement, on a plusieurs questions. La première question qu'on va avoir, c'est sur la palpation. La palpation, est-ce qu'elle doit se faire dans le cadre d'un traumatisme, se faire de la tête aux pieds de façon systématique? Alors, si mes souvenirs sont bons, on avait mis jusqu'à maintenant que dans les traumatismes légers, ce n'était pas forcément la peine. Alors, il faut quand même adapter au terrain. Lorsque vous avez des traumatisés, alors un traumatisé grave, la palpation, elle est systématique, elle se fait toujours de la tête aux pieds. Maintenant, si vous avez une personne qui a fait un faux mouvement et qui se fait une entorse de la cheville sur un faux mouvement, ce n'est pas la peine de la déshabiller pour faire une palpation de la tête aux pieds. Il faut quand même être, j'allais dire, suffisamment logique et bien adapté, effectivement, à notre technique. Mais si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à la faire. Et prévenir la victime et lui demander son autorisation avant de le faire. Sur les malades graves, bien sûr, obligatoirement. Après, si vraiment vous avez un doute, faites-le, mais demandez quand même d'abord l'avis de la victime. Sinon, si c'est vraiment un blessé léger, vous n'avez pas de palpation systématique de la tête aux pieds à faire. Il suffit de faire la palpation ou de regarder uniquement l'endroit d'où se plaint la victime. Merci. Deuxième question, est-ce que l'ECG est identifié comme un dispositif médical et est-ce qu'une fiche technique va être disponible dans le guide pratique PSE? Alors, l'ECG
la réalisation des électrocardiogrammes par les secouristes est une situation qui a, enfin, une situation. C'est une technique qui est en expérimentation à la Croix-Rouge. Il y a certains territoires, notamment de la région parisienne, de même que je crois qu'il y a l'Hérault notamment, sont des territoires qui ont réalisé une expérimentation de l'enregistrement et de la télétransmission des électrocardiogrammes. La télétransmission d'un électrocardiogramme ne doit pas être systématique. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut qu'elle ait un intérêt pour le patient. C'est quelque chose qui est assez pratiqué régulièrement dans les réseaux de secours parisiens, enfin dans certains endroits. Ils sont d'ailleurs dotés de ces appareils. Ils ont été formés pour ça. Il existe un guide de formation et un module de formation spécifique pour la réalisation d'un électrocardiogramme. Le conseil d'administration s'est prononcé en faveur de la mise en place de cette télétransmission de l'électrocardiogramme à partir du moment où le territoire s'est mis d'accord avec le SAMU. Il faut bien que ça ne fasse pas perdre de temps à la victime. Lorsque l'on prend en charge un patient, par exemple dans un poste de secours qui présente un malaise ou éventuellement une douleur thoracique, vous faites le bilan en même temps qu'on appelle le 15 et en même temps vous faites un électrocardiogramme, vous télétransmettez l'électrocardiogramme au 15 avec le bilan de la victime, vous n'avez pas perdu de temps et ça peut bénéficier effectivement à la victime parce que vous allez rajouter au bilan un élément intéressant dont va pouvoir utiliser le SAMU. Mais dans un réseau de secours, une victime qui présente une douleur thoracique, et quand on a un doute, elle doit faire l'objet d'un renfort médical. Elle doit faire l'objet de l'envoi d'une équipe médicale. Envoyer une équipe de secouristes faire un ECG pour secondairement après envoyer une équipe médicale si le CG est positif, à ce moment-là, eh bien, pour ce patient-là, vous lui avez fait perdre du temps. Le temps dans les maladies cardiaques et notamment dans les syndromes coronariens aigus, c'est du myocarde et donc vous avez aggravé la victime. Donc il existe un intérêt à réaliser des électrocardiogrammes dans la mesure où on respecte les indications et où on le fait en accord avec les services de régulation, notamment avec le SAMU. Il y a une procédure qui est en cours de diffusion par le pôle santé et la direction des opérations de l'urgence et du secourisme, et un module de formation spécifique pour réaliser la mise en place d'une télétransmission de l'ECG. Et lorsque c'est mis en place, il est souhaitable que ce soit mis en place sur l'ensemble du territoire pour qu'il y ait une équité de prise en charge des patients. Merci pour cette précision. Autre question sur la perte de connaissance. En équipe, pourquoi ne pas laisser une victime sur le dos qui a perdu connaissance et qui respire? Parce que bien souvent, l'équipe médicale, à son arrivée, la replace sur le dos. Alors, j'allais dire, c'est une question qui est intelligente, pas pour dire que toutes celles qu'on m'a posées ne le sont pas, point du tout, mais parce que c'est une question intelligente, parce que c'est une question qui fait l'objet actuellement de la recherche à l'ILCOR, c'est-à-dire dans le groupe Premier Secours, parce que je fais partie du groupe, avec Pascal Cassan, on fait partie du groupe Premier Secours de l'ILCOR, et c'est une des questions que l'on a. Quel est l'intérêt à mettre en place, à mettre une victime en position latérale de sécurité? Comme je vous l'ai dit, avant de changer quelque chose et de changer nos habitudes, il faut que l'on ait des arguments pour faire ce changement. Or, malheureusement, nous n'en avons pas encore. Il y a très peu d'études qui sont réalisées sur l'intérêt de la position latérale de sécurité. Est-ce que le fait de mettre en place une victime en position latérale de sécurité diminue le risque d'inhalation et de complications pulmonaires? Aucune étude, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Donc, si l'on compare une victime laissée sur le dos, victime laissée en position latérale de sécurité, on a du mal à répondre à la question est-ce qu'une position va entraîner des complications plus que l'autre? Par contre, malheureusement, et je vous l'ai dit, ce que l'on sait, c'est que beaucoup de victimes en PLS sont trouvées en PLS alors qu'elles sont en arrêt cardiaque. Et donc là, par contre, on s'aperçoit que la PLS a un inconvénient majeur, c'est qu'elle entraîne une difficulté de rechercher la respiration et elle peut permettre, et malheureusement, nous fait passer à côté d'un arrêt cardiaque. Donc, c'est après, en pesant le pour et le contre, les avantages et les inconvénients, que je pense on reverra cette conduite à tenir
en ce qui concerne la position latérale de sécurité. Maintenant, même si ce n'est pas marqué dans le guide, on en a un petit peu parlé au niveau du pôle santé. Personnellement, hein, je vous en parle pour mon activité professionnelle au bataillon des marins-pompiers de Marseille, c'est ce que nous avons donné comme recommandation, comme conduite à tenir à nos équipes. C'est-à-dire que lorsque vous avez une victime qui a perdu connaissance, notamment les traumatisés graves, qui sont allongés sur le dos et que vous avez un renfort médical et une équipe médicale qui est en progression sur vous, on leur demande de laisser la victime sur le dos, de maintenir les voies aériennes libres, de stabiliser la tête de la victime et d'avoir l'aspirateur de mucosité à proximité. Voilà. Maintenant, si le renfort médical doit mettre beaucoup de temps à arriver, plusieurs minutes, à ce moment-là, on recommande encore de mettre en position latérale de sécurité. Pour l'instant, on n'a pas recommandé de façon générale. Maintenant, si de façon locale, vous avez un renfort médical qui arrive dans 2-3 minutes et que vous avez une victime qui est allongée sur le dos et qui a perdu connaissance, avec une perte de connaissance profonde, mais qu'elle respire normalement, à ce moment-là, vous pouvez la laisser quelques minutes sur le dos avant de la mettre en PLS. On ne vous en voudra pas. Concernant le collier cervical, quand dois-je poser un collier cervical face à une victime qui a perdu connaissance, qui respire et qui est suspecte d'un traumatisme? Si possible, il ne faut pas en poser. Quand vous arrivez devant une victime qui a reçu un choc violent ou qui est tombée, qui a fait une chute importante, etc., comme c'est un traumatisme violent, vous allez immédiatement penser à peut-être une fracture de la colonne vertébrale. Donc, vous allez aborder cette victime, vous allez faire votre bilan d'urgence vitale. Comme vous pensez qu'elle a peut-être une fracture de la colonne vertébrale, vous allez stabiliser la tête, particulièrement si la victime est inconsciente, pour pas qu'elle bouge. Ensuite, vous continuez votre bilan, faites les gestes de secours éventuellement d'urgence qui est nécessaire à faire, et ensuite se posera le problème de l'immobilisation. Si vous appliquez l'arbre de décision que l'on a vu l'an dernier sur l'immobilisation, et si l'arbre de décision vous dit qu'il faut immobiliser la victime, vous allez effectuer un relevage de la victime à l'aide d'un brancard cuillère si la victime est allongée sur le dos, et vous allez la mettre sur un matelas immobilisateur à dépression. Vous allez maintenir la stabilisation de la tête avec vos deux mains. Éventuellement, vous pouvez faire une restriction de la tête en utilisant les blocs de tête, mais vous allez essayer de ne pas utiliser le collier cervical. Et vous allez installer votre victime sur le matelas immobilisateur à dépression et ensuite l'immobiliser avec votre matelas immobilisateur. Vous n'avez pas utilisé votre collier cervical, vous n'avez pas d'effet néfaste du collier cervical, mais vous avez malgré tout stabilisé, restreint le rachis cervical et ensuite immobilisé votre victime. Si maintenant votre victime se trouve dans un véhicule et que vous devez effectuer un dégagement, ou se trouve dans un fossé et qu'il va falloir lever la victime et vous ne pouvez pas, j'allais dire, mettre le brancard ou le matelas coquille au fond du fossé. Donc, vous allez avoir à un moment un dégagement de la victime que vous allez faire d'ailleurs avec un plan dur. À ce moment-là, vous allez mettre en place un collier cervical parce que la manœuvre est difficile et vous n'êtes pas certain qu'au cours de la manœuvre, vous n'aurez pas des faux mouvements qui seront transmis à la victime et qui peuvent aggraver son état. Donc, dans ce cas-là, je vais poser un collier cervical. Pour sortir une victime d'une voiture, je vais poser un collier cervical. Si je suspecte un traumatisme du rachis, si je dois l'immobiliser. Pour une victime qui est, on l'a vu, en position assise, pour lequel je vais utiliser une attelle cervico-thoracique, par exemple, la victime qui est assise dans un véhicule, je vais mettre mon collier cervical, l'acéter, je vais faire un dégagement de la victime à l'aide d'un plan dur, et ensuite je vais l'immobiliser, je vais la poser sur un matelas immobilisateur à dépression, je vais retirer le plan dur, je vais retirer l'attelle cervico-thoracique, je vais immobiliser la victime, et ensuite je vais desserrer le collier cervical. Mais le collier cervical n'est pas une obligation pour immobiliser une victime. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question, si j'ai oublié quelque chose. Non, ça répond à la question. Et du coup, pourquoi seulement desserrer le collier cervical et pas l'enlever comme on pourrait enlever une ACT? Essentiellement pour ne pas bouger la tête. Les dangers du collier cervical, on l'a vu, c'est qu'il comprime les voies aériennes. Donc, chez une victime qui est inconsciente, c'est toujours difficile quand vous avez un collier cervical de maintenir les voies aériennes libres, voire de la ventiler avec un collier cervical, c'est toujours très compliqué. Donc, on dit il ne faut pas le mettre parce que vous allez aggraver votre ventilation, vous n'allez pas le ventiler correctement. Et ça, c'est dangereux.
Donc, votre collier cervical empêche de faire un geste d'urgence. Donc, dans ces cas-là, on ne va pas le mettre. Donc, ensuite, il peut comprimer au niveau effectivement de la partie inférieure de la face et comprimer les nerfs qui passent, entraîner des paralysies nerveuses, voire des escas. Et ensuite, excusez-moi, c'est ce que je recherchais, et ensuite, en comprimant les vaisseaux du cou, il diminue le retour veineux du crâne, augmente la pression intracrânienne et aggrave bien sûr les traumatismes crâniens. Donc, à partir du moment où vous l'avez desserré, il ne comprime plus le cou, il a dégagé les voies aériennes, vous n'êtes pas obligé de l'enlever complètement. Ou alors, il faudrait que ce soit un collier cervical qui soit facile à enlever dans un matelas coquille sans bouger la tête. Bon, je n'en connais pas encore trop de ce modèle-là, mais disons, c'est surtout pour ne pas bouger la tête quand vous allez l'enlever. Tout à l'heure, lorsque tu parlais de la mise en place d'une attelle cervico-thoracique, est-ce que pour passer d'une position assise à la position allongée dans le matelas immobilisateur à dépression, est-ce que la victime doit transiter par le plan dur ou est-ce que simplement elle peut être déposée de la position assise à la position allongée directement? Alors, ça c'est une décision, j'allais dire, opérationnelle à prendre par le chef d'intervention ou le chef d'agré quand on fait des dégagements d'urgence. L'important, c'est quoi? C'est de ne pas perdre trop de temps. Je vous le dis parce que les techniques d'immobilisation du rachis, l'une de ces grosses complications, c'est le temps d'immobilisation. C'est long à immobiliser une victime. Et plus on est long, plus on a des complications qui apparaissent après secondairement et des détresses qui s'aggravent. C'est une des gros inconvénients de l'immobilisation. Je vous ai parlé l'an dernier de l'étude qui avait montré que les plaies du thorax, les plaies du cou, qui étaient immobilisées, mouraient plus que les patients qui avaient les mêmes lésions qui n'étaient pas immobilisés. Pourquoi? Parce que l'immobilisation faisait perdre du temps à la prise en charge du patient. Donc, il faut aller vite à certains moments. Et donc, après, il y a un choix à prendre en fonction de la difficulté que vous aurez ou pas de dégager la victime. Des fois, d'utiliser un glissement sur un plan dur, ça vous facilitera le dégagement. Parfois, parce que finalement, on a très facilement accès à la victime. Le simple fait de la lever et de l'allonger, on peut immédiatement la mettre sur un coquille et puis vous n'aurez pas forcément besoin de la mettre sur un plan dur. Ça, c'est vraiment une décision à prendre sur place en fonction de la situation, de la circonstance, de l'environnement dans lequel vous êtes, en gardant à l'esprit qu'il faut malgré tout ne pas perdre trop de temps parce que les victimes s'aggravent secondairement et que plus vite elles sont quand même à l'hôpital, mieux c'est. Et enfin, deuxièmement, il faut la sortir dans les meilleures conditions possibles en faisant le moins d'efforts. Moins le secouriste fait d'efforts, moins la victime est bougée. Merci. Maintenant, pour la prise en charge de l'arrêt cardiaque, est-ce qu'on a des retours d'expérience sur les outils d'aide à la RCP? Alors oui, les différentes études ont montré, alors il y a beaucoup d'études qui sont en cours, et l'ILCOR recommande d'ailleurs de faire des études sur l'usage des appareils d'aide au massage cardiaque. Les premières études ont bien montré notamment leur intérêt dans les formations. L'usage des outils d'aide au massage cardiaque améliore l'apprentissage. Donc ça, je crois que c'est dans les formations, il ne faut pas hésiter à les faire. Ensuite, sur place, les techniques, alors il y a plusieurs types d'appareils. Le métronome est intéressant pour maintenir une fréquence entre 100 et 120, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'à l'usage, le secouriste, ce n'est pas des fréquences basses qu'il fait. En règle générale, c'est des fréquences trop rapides. Il va beaucoup trop vite. Il est en tout de 130-140. Dès qu'on met un métronome, on ralentit. Et on est entre 100 et 120. Donc, c'est quand même intéressant de les utiliser parce que ça améliore la qualité. On n'a pas encore beaucoup d'études pour prouver leur efficacité. Par contre, ces appareils de mesure de la qualité de votre massage cardiaque permettent d'aller plus loin en ce qui concerne l'analyse de la qualité du massage. Et donc, notamment, on est en train de voir certaines études, dont notamment on s'aperçoit que, vous savez que quand on fait un massage, bon, vous avez la fréquence du massage, vous avez le relâchement complet ou pas de la paroi thoracique, et vous avez l'amplitude de compression. Eh bien, les appareils que vous utilisez, ces appareils, mesurent tout ça, et mesurent sur du réel. Et donc, secondairement, après, on peut analyser ces mesures et voir si la fréquence, voir si l'amplitude, voir si la vitesse de relâchement de la poitrine
améliore ou pas la qualité du massage cardiaque et par là même le devenir du patient, c'est-à-dire sa survie. Donc, c'est vrai que actuellement, il y a pas mal d'études qui sont faites. C'est pour ça que l'ICOR dit faites des études parce que ça va nous permettre peut-être encore d'améliorer la qualité du massage cardiaque et de la prise en charge de la victime. Merci. Une dernière question, malheureusement, on ne pourra pas toutes les aborder. Est-ce que le score de l'AVPU, est-ce qu'il y a un lien en fait avec les SAMU entre 15? Est-ce qu'ils sont au courant en fait que ce score est utilisé maintenant dans le domaine des secouristes? Alors, pas forcément, ils connaissent bien le score de Glasgow parce que c'est quelque chose qu'on utilise en médecine pour d'autres fins d'ailleurs, mais donc on le connaît bien. Bien qu'on a toujours, même les médecins ont toujours quelques difficultés à élaborer un score de Glasgow. Hein. Un score de Glasgow, il faut bien calculer, il y a pas mal de critères qu'il faut évaluer, il faut mettre des chiffres là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au pifomètre, j'allais dire. Hein. Donc, l'avantage de la VPU, c'est qu'il donne une correspondance. Donc, il est important, lorsque vous transmettez votre bilan, ce n'est pas une aide pour le SAMU, c'est une aide pour vous transmettre un bilan. On ne vous demande pas de dire il est AVPU, il est A+, VPU-, etc. Non, ce n'est pas ça. Ça vous permet de dire j'ai pris en charge cette victime, elle est éveillée, parfaitement consciente, elle répond aux ordres simples. Ou alors j'ai pris en charge une victime, elle est somnolente, elle répond, mais elle répond aux ordres simples. Ou alors j'ai pris en charge une victime, elle a perdu connaissance, mais elle réagit à la douleur. Donc vous ne scorez pas votre perte de connaissance, mais vous qualifiez votre perte de connaissance quand vous transmettez votre bilan. Et inversement, si vous dites j'ai pris en charge une victime, elle a perdu connaissance, elle ne réagit pas à la douleur, elle ne réagit pas à la voix, la première chose à laquelle va venir à l'esprit au régulateur, il va vous demander est-ce qu'elle respire. Parce que la victime qui est réactive, c'est typique le diagnostic d'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est quoi? C'est une victime qui est réactive, qui a une respiration qui est nulle ou anormale. Donc, la première chose qu'il va vous dire, c'est est-ce qu'elle respire. Donc, si vous dites, je prends en charge une victime qui a perdu connaissance, qui est réactive à la voix, réactive à la douleur, mais elle respire, il faudra immédiatement le dire parce qu'on s'attend déjà effectivement à un arrêt cardiaque. Donc, ce score va vous permettre de mieux qualifier la perte de connaissance lorsque vous transmettez vos bilans pour éviter des termes qu'on a du mal à qualifier après à la régulation, notamment le terme elle est semi-consciente ou elle est semi-inconsciente, qui pour vous ne veut pas dire grand-chose. Dire elle est réactive à la douleur, pas réactive à la douleur, réactive à la voix, pas réactive à la voix, ça c'est beaucoup plus précis. Il faut appuyer sur le bouton, Julien. On t'entend pas. Voilà. On va être contraint par le temps. Hein. Ça fait 2 heures que nous avons commencé. En tout cas, merci pour ces échanges. Merci Daniel pour la présentation de ces recommandations de premier secours. Au pôle formation de la direction des activités bénévoles et de l'engagement pour l'organisation de ce webinaire et bien sûr de votre écoute. On reste disponible pour les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Hein. N'hésitez pas à nous solliciter. On essaiera de vous répondre dans les meilleurs délais. Donc, ce webinaire, il sera disponible en replay depuis l'intranet de la Croix-Rouge. On vous en fera part au plus vite. Et puis, pour les formateurs de premier secours, on se retrouvera au campus de la Croix-Rouge à Montrouge les 11 et 12 janvier prochains. Alors, à très bientôt et bonne fête de fin d'année également. Merci beaucoup et puis bonne fête de fin d'année à tous. Et puis, passez pas quand même réveillon du 1er de l'an et Noël sur le guide de la Croix-Rouge. Allez, au revoir. À bientôt. Je rejoins Julien et Daniel pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que ce webinaire vous aura plu. L'enregistrement touche à sa fin. Voilà, à très bientôt et on se revoit tous en janvier et février pour les formations continues des FF. À bientôt.